pense que dans les médias, plusieurs médias traditionnels, ce que les gens remarquent de plus en plus, c'est qu'il y a peu d'analyse, beaucoup de morale. Bonjour à tous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, que vous voulez vous abonner pour accéder aux épisodes d'avance et même à du contenu exclusif, eh bien, il y a des options qui s'offrent à vous. Sur YouTube, vous pouvez descendre la page, vous pesez sur le bouton Se joindre. Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous, dont celle de vous abonner pour une somme modique, mensuelle. Vous allez avoir les épisodes 3 semaines d'avance ainsi que du contenu exclusif pendant une durée de 3 mois. Sinon, si vous voulez écouter les épisodes d'avance, juste les écouter, vous pouvez vous joindre à nous sur Patreon également. Le lien est juste en bas dans la description. Et sinon, on se voit à chaque mardi pour un nouvel épisode. Merci et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado, là, je vais encore le répéter, là, mais un balado dans lequel j'invite des gens pour prouver qu'il reste du monde pour discuter, idéalement des gens qui ne pensent pas comme moi. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter des gars de Québec. Fait que Québec, là, on sait, c'est deux mondes différents, Montréal, Québec. Salut les gars, Yann et Frank. Salut Rémi. Bienvenue dans la place. Je dois déjà présenter la toile ici parce qu'il y a des gens qui vont se dire c'est quoi cette toile-là? C'est une toile d'une artiste de la relève. Donc, on ramasse des fonds avec l'épisode d'aujourd'hui pour aider cet artiste-là. Si vous avez besoin là, d'encourager quelqu'un, si ça fait partie de vos résolutions, envoyez-nous de l'argent. On va remettre ça à... je sais pas, je vois pas son nom. En fait, pour vous dire la vérité, là, c'est dans le studio. Je sais pas c'est qui, mais ça risque de pas être là au prochain épisode. C'est rien contre l'artiste, c'est juste que ça ne me traverse pas. OK, bon. Bon, les gars, hey, vous êtes venus de Québec. Ben oui. Des gars de Québec qui viennent... En plus, vous êtes très critiques de Montréal. Ça vous a vraiment pris... c'est vraiment par amour là, que vous venez? Ou... Oui, tu vois qu'on t'aime quand même. Là. Quand même. Ouais, c'est ça. Sale, hein? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Là, on enregistre, on est à la mi-mars, fin mars. L'épisode risque de sortir en avril ou peut-être début mai. Ouais. Mais les gens vont se rappeler du dégel cette année. Montréal, c'est horrible. Là. Ah, ça n'a pas toujours été le même. Je veux dire, moi, j'ai travaillé à Montréal en 2006 pendant 3-4 mois, puis ça ressemblait pas à ça. Non? Je sais pas ce qui se passe. C'est désolant. Je veux dire, dans le sens que c'est une ville qui est productive, c'est une ville qui est importante pour le Québec, c'est une ville qui est centrale, puis je sais pas, il me semble, je vais dans des villes américaines, il y a des villes qui sont comme ça aux États-Unis. Là. Si tu vas dans le coin de Détroit, probablement que ça fait dur, puis tout. Mais je veux dire, j'arrive présentement de Saint-Pétersbourg, de Tampa, puis ça ressemble zéro à ça. J'étais allé à Boston, ça ressemble pas à ça non plus. Il me semble que ce serait des choses qu'on devrait vouloir copier à Montréal. Je comprends pas ce qui se passe. Mais tu sais, des fois, j'imagine, tu sais, on est critique de l'administration municipale, mais j'imagine que les gens, s'ils aiment pas leur ville, ils n'ont pas envie de la ramasser non plus. Ah, il y a un mix des deux. Oh, il y a un mix des deux aussi. Puis c'est un élément de fierté, je pense, aussi dans une ville, que ce soit propre, que ce soit agréable, puis que les gens aient envie d'y venir. Tu sais, tu disais, on est critique de Montréal. Moi, j'ai toujours aimé ça, venir à Montréal, mais c'est vraiment juste depuis quelques années que je trouve que la ville est dépérie. Puis quand tu es de l'extérieur, on entend les gens de Montréal le dire, mais je pense qu'on le voit encore plus, puis quand ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Tu sais, c'est comme quand, je sais pas, quelqu'un dans ta famille a un jeune enfant, lui, il le voit grandir chaque jour, mais toi, quand tu l'as pas vu depuis 4-5 mois, tu te dis, mon Dieu, il a grandi, cet enfant-là, il a changé, mais Montréal, c'est un peu ça. Tu sais, si je suis 1 an sans venir, 8 mois sans venir, quand je viens, je fais... OK, il me semble qu'on est descendu encore d'un niveau. Là. Il y a de la saleté, il y a l'itinérance aussi, je pense, est quand même un gros problème. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit partout aussi à Québec avant, de l'itinérance. On connaissait presque leur nom. Là. Il y avait un gars dans l'escalier, pas loin du château Frontenac, on savait tous c'était qui. Il y avait un gars qui jouait du drum sur des chaudières de mayonnaise vides à côté du Capitole. Puis on savait c'était qui les sans-abri à Québec aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Fait que je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui explique ça. Plus de drogue aussi. Ouais, mais même ça, à Québec, on le voit. Là. Proche de la place Duville. Là. Proche de la place Duville, oui. Mais il y avait eu un film, je pense, qui avait été tourné sur les punks. Puis c'est un des plus grands films documentaires de l'histoire du Québec. Puis c'est sur des punks à Québec.
Puis parce que c'est une ville il y avait beaucoup de punks là, qui passaient par Québec, mais tu sais, c'est tout. Là. C'est la gang de Ouais. la place Douville puis That's It, That's All. Ici, c'est partout. Là, vraiment là, dans Ouais. toutes les rues de Montréal. Là. C'est la crise du logement qui a beaucoup. La drogue, la crise du logement qui a exacerbé ça. On en parlait dans un podcast à un moment donné. Écoute, je suis allé à Ottawa aussi, ça c'est m'avait comme fait ça. capoter. Récemment, ça fait à peu près 7-8 mois, je me promenais avec mon kid, puis il y avait un groupe de gens qui se promenaient, puis ils étaient dans un univers parallèle. Puis la police les dissipait tout le temps, puis ils faisaient le tour, puis un moment donné, j'étais arrêté de manger une pizza avec mon gars, on checkait ça, puis le même groupe qui suivait partout, puis il y en a un moment donné, il s'est mis à flexer dans la rue, là. Puis là, t'es là, tu te dis, ouais, man, ça va, esti. Puis là, tu pognes mon gars, avance, esti. Il file pas, lui, là. Puis. Non, c'est ces gens-là, tu sais, mais là, c'est des zombies. Tu vois des zombies se promener dans une ville comme Ottawa, puis tu te dis, voyons, il me semble que c'était beau, Ottawa aussi. Fait que, tu sais, ce qui arrive à Montréal, je suis pas prêt à dire que ça arrive juste à Montréal. Je pense que c'est moins pire à Québec, mais ça commence à Québec. Ouais. Puis ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu à Vancouver il y a 5-6 ans, c'est ce qu'on voit à Ottawa peut-être depuis un petit peu plus tôt. Tu sais, la crise du fentanyl, je pense qu'elle est réelle. Là. Elle est très, 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 très réelle. Puis je sais pas ce qu'il va falloir faire. Puis même à un moment donné, on faisait des épisodes, puis il y avait du monde qui était là. Je sais pas si vous avez vu, il y a des taux de mortalité qui avaient sorti par rapport aux gars là, de 25-44. Puis là, tu regardais les taux de mortalité, puis c'était en hausse. Fait que là, évidemment, il y a des gens qui étaient là. Ah, ça, c'est les vaccins, checker c'est le myocardite, blablabla. Fait que moi, ça me gossait un peu parce que on était comme 2-3 ans après la pandémie. J'étais là, hey, là, Chris, les vaccins, ça va être beau. Là, maintenant, il doit y avoir une meilleure explication. Fait que là, tu te dis, c'est peut-être le taux de suicide, ça aurait pu. Il y a quand même le confinement. Avec, on va checker les taux de suicide. Puis là, je tombe sur des chiffres de suicide, puis les taux de suicide sont en baisse. Puis là, je fais, what the fuck? Puis même Legault avait sorti ça pendant la pandémie. Un moment donné, il disait, on a parlé au coroner, tout ça, le taux de suicide sont en baisse. Il n'y a pas de problème, les gens l'inventent. Mais là, il fouille. Puis là, tu finis par tomber sur des chiffres. Puis là, tu vois les morts dans le groupe d'âge 25-44, hommes principalement. Puis tu vois les morts par overdose. Et ça, c'est en fucking hausse. Ben oui. Puis vraiment. Là, ce que tu vois, c'est premièrement, les suicides sont en baisse parce que ce qui était un suicide en 2005, c'est rendu une overdose en 2025. Ouais, c'est ça. Mais là, tu dis, oh, les shit, il se passe de quoi vraiment important. Fait que là, oubliez l'histoire de vaccin, oubliez la pandémie. Si on veut faire des prédictions en 2027, en 2030, il va en avoir encore plus. Là. Mais là, c'est que les hommes de 25-44 meurent à un rythme qui est beaucoup plus grand qu'avant. Puis on n'en entend presque pas parler. À part, s'il n'y avait pas eu des affaires de tarifs, tout ça, on n'aurait pas entendu parler du fentanyl. Là. Puis là, tu sais, nous autres, on est tous un peu dans ce tranche d'âge-là. On n'est pas touchés par ça. On a des vies un peu plus rangées, un peu plus normales. Mais tu te dis, il y a des gars de notre âge qui se promènent dans les rues et sont là-dedans. Ben oui. Puis d'ailleurs, quand Donald Trump dit que c'est sérieux, puis que là, nos experts font des tableaux en disant « Ouais, mais attends une minute, ça passe pas tant que ça », c'est parce que c'est un vrai truc là, que de sacrifier des générations de jeunes garçons dans la vingtaine. C'est pour une société comme la société américaine, mais même comme la société québécoise, c'est quand même des travailleurs de bonne qualité parce qu'il leur reste 40 ans de travail actif. Ouais. Ça, tu peux pas niaiser avec ça. C'est pas comme on a un problème avec une épidémie qui tue des vieillards. C'est pas la même affaire. Là. C'est une épidémie qui tue des jeunes de 25 ans. Oui, puis moi, en tout cas, personnellement, l'histoire du fentanyl, ça m'a poussé idéologiquement un peu dans des retranchements, dans le sens que les gens qui nous connaissent le savent, là, on est étiqueté plus à droite, mais moi, j'ai tout le temps été plus libéral d'un point de vue philosophique. Donc, aux États-Unis, on dirait libertarien, même si j'aime pas cette étiquette-là. Mais tu sais, moi, par rapport aux drogues, j'ai tout le temps été un peu plus du genre, tant que tu es majeur, que tu t'agis... c'est tes choix, là, finalement. Si quelqu'un veut faire du moche ou fumer du cannabis, c'est pas à moi de juger son mode de vie. Par contre, le fentanyl, quand on parle d'une drogue qui peut tuer quelqu'un avec une seule dose, si c'est une cochonnerie qu'on est en train de lui donner, je suis plus sûr qu'on parle réellement de drogue, parce qu'à un moment donné, c'est presque un meurtre, en fait. Si je te donne quelque chose que tu penses que c'est récréatif, mais en fait que tu peux mourir, je viens presque de te tuer en réalité. C'est pas du tout. Moi, j'ai commencé à beaucoup réfléchir là-dessus parce que je me disais, comment tu fais pour concilier ça avec une approche plus libérale de dire les gens font ce qu'ils veulent, les gens sont libres, c'est pas à moi de juger si quelqu'un se drogue ou pas. Mais avec ce type de produit-là, je pense qu'on est ailleurs. On parle même plus de drogue, on parle presque de poison finalement. C'est une arme. Je vais vous présenter comme du monde.
Frank, Yann et Frank du podcast Yann et Frank. Je vous ai invité, puis on va revenir sur Montréal tout de suite. Mais c'est parce que on n'a pas fini de parler de Montréal. Non, mais parce que tout est dans tout, parce que je vous ai découvert comme beaucoup de gens sur YouTube. C'est un podcast, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui s'en moquent des gens. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais des gens très influents qui s'en moquent parce que vous êtes dans votre chambre. Tu sais, toi, en tout cas, tu es dans ta chambre parce qu'on voit un lit en arrière de toi. Puis toi, tu es chez toi. Puis, tu sais, c'est donc en webcam. Les gars, tu sais, ils sont dans 2 places différentes. Ils ont l'air de faire ça dans le confort de... Ça marche. Tu sais, ça marche. Puis moi, tu sais, si ça marche, là, il y a de la misère à regarder ça de haut. C'est juste par définition. Là. Puis, tu sais, on y a pensé de se louer ou même s'acheter un studio parce qu'on avait les moyens financiers de le faire. On l'a même magasiné. On a été en visiter. On a visité des endroits. On a même été voir des places qui avaient des studios box. Là, tu pouvais carrément acheter un kit à 45 000 là, qui était tout fermé, tout vitré super. Un bon book son. là, que tu genre de mettre dans le sous-sol de quelqu'un ou peu importe. On a étudié vraiment la possibilité de faire ça. Puis la raison pourquoi on est tout le temps venu qu'à choquer de le faire, le pire, on reste à 5 minutes un de l'autre. On était à Lévis toutes les deux. Me rendre à pied chez Frank, ça me prendrait 20-25 minutes. Là, t'sais. Fait que là, on était là, on pourrait se trouver de quoi entre les deux. J'avais même trouvé un spot. Puis la raison pourquoi on l'a pas fait, c'est que moi, j'ai un autre job. Le matin, je fais le podcast avec Frank. On commence à 8h. À 10h, CTP, c'est fini. Lui, il se dépêche, il fait tout le montage, il va tout faire le thumbnail, et ainsi de suite, parce que le podcast sort à midi. Fait que le temps est super compté. Puis lui, lui fait la recherche en plus pour le podcast. Lui, il prépare les sujets, tout ça. Fait que tu te lèves à quoi? 6h, 6h15, prépare les sujets, démarre le taping à 8h, 10h, finit de taper, fait le montage. Fait que de 6h à 11h30, Frank n'arrête pas vraiment. Fait que, tu sais, s'il arrive, il faudrait qu'il prenne le temps de se lever, de déjeuner, se laver, s'habiller, partir en char, aller dans un studio. Au même principe, c'est je fais mes trucs à partir de 6h, 6h30 le matin. Je commence à lire mon actualité. J'envoie promener 2-3 personnes sur Facebook. Quand même. Je suis le méchant dans le podcast. Mais... c'est vrai, ça, en plus. OK, c'est bon que tu le dises. C'est vrai que t'es comme le gars... moi, c'est à Frank que je parle. Sur Twitter. Puis, tu sais, lui, t'es comme... on dirait qu'il t'aime pas à face, mais c'est juste... Non, t'es comme le méchant des deux, mais t'es sympathique. Ben ouais, non, je sais. Oui. Mais moi, je vais commencer à 8h, puis à 10h, je vais finir. Sauf qu'après 10h, tout de suite, souvent, j'ai des appels avec mes clients parce que j'ai un rôle de conseiller en sécurité financière. Fait que j'ai des clients que je vais rencontrer. Puis ma journée de conseiller financier, elle décolle à ce moment-là. Puis là, moi, je vais travailler dans mes affaires le reste de la journée. Fait que le fait de concilier 2 jobs, d'éviter le déplacement, de se rendre à un studio, le placotage que ça implique d'être en personne, c'est bizarre, mais quand on est ensemble, on va placoter beaucoup, tandis que quand tu te logs, tu fais tes shit, tu t'en vas, c'est plus efficace. Fait qu'on est vraiment dans nos affaires personnelles simplement pour de l'efficacité. Parce qu'on travaille quand même beaucoup. Frank doit mettre entre 40 et 50 heures par semaine sur le podcast. Moi, je vais en mettre une vingtaine à peu près, 30 à 40 heures dans ma business de conseil financier. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, ben écoute, si on peut éviter des déplacements, on va se les éviter. Ouais, puis le raisonnement aussi, c'était qu'à un moment donné, on regardait les chiffres et puis il y a facilement la moitié des gens qui ils écoutent le podcast. Donc, ils ne le regardent pas. Donc, à un moment donné, on s'est posé la question, si on investit, je sais pas, 20-25 000 dans un décor, un studio, tout ça, pour la moitié de l'auditoire, parce que finalement, les gens, ils écoutent, parce qu'à la base, les podcasts, c'était ça, l'esprit du podcast, c'était comme la radio sur Internet, finalement, les liens RSS, tout ça. C'est venu plus tard, ça, l'aspect visuel, que les gens voulaient voir les podcasts. Aujourd'hui, il y a peut-être plus de gens qui veulent voir, mais c'est quand même un bon pourcentage de gens qui écoutent seulement. Donc, les gens qui écoutent seulement, que tu sois en pyjama ou dans un studio en veston cravate, ça ne change rien pour eux. Tu viens de toucher à quelque chose d'important. Là. On dirait qu'il y a eu une attention exagérée au contenant. On disait, la télé regarde, fait de même. La personne, elle a un sou, elle est en arrière d'une table, puis c'est marqué Radio-Canada dessus.
hey, j'ai soudainement plus tant besoin de me demander si c'est intelligent parce que c'est Radio-Canada, c'est sûr c'est intelligent. Mais là, vous, c'est comme si vous preniez la fraction puis que vous l'apportiez à sa plus simple expression. Tu sais, on est, là, c'est ce qu'on est, c'est du contenu. Fait que jugez-nous sur le contenu. Pas ça marque des bâtons de hockey en arrière dans la chambre à Frank. OK? OK? Ou si le lit est bien fait ou pas bien fait, il est toujours bien fait. Ben, c'est normal, contenu. personne dort dedans parce qu'en fait, je suis dans la chambre d'amis. Bon, ben, je veux dire, là. Non, mais Mais non, mais c'est comme, c'est aussi un plaidoyer pour de l'authenticité, votre ben truc. oui, quand même. Oh, oui. Tu sais, regardez là, ce que vous voyez puis ce que vous entendez, c'est ce qui on est. Puis, tu sais, des fois, on est vulgaire, des fois, on est un petit peu grossier, mais on essaye surtout de bûcher, tu sais, puis de travailler. Non, ouais. Puis, tu sais, tu donnais à un moment donné l'exemple de Simon Durivage. Tu sais, Simon Durivage qui s'est fait pogner à un moment donné. Simon Durivage, qui, comme beaucoup de gens qui ont travaillé longtemps à la télévision, a une réputation très austère. Le bonhomme, c'est what you see is what you get. Puis il est de même. Non, mais apparemment qu'il était un petit peu désagréable avec le monde. Il s'est fait pogner une fois. La caméra, elle s'est comme éteinte. Puis on l'a entendu quand même parler avec son monde. Fait que là, le monde dit attends, c'est pas le même gars, alors que vous deux, ben, vous êtes de même. Non, on est pas mal les mêmes personnes dans la vraie vie. On fait juste plus attention de parler dans le micro quand on est en ondes, mais à part ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, l'authenticité, c'est ce qui paye dans les podcasts. Et c'est ce qui, même dans le monde politique, c'est beaucoup ce qui commence à payer avec l'univers des podcasts. Je pense que la dernière élection américaine l'a beaucoup montré. Je me souviens du passage de l'actuel vice-président qui était co-listier de Donald Trump à ce moment-là, J.D. Vance, qui est passé au podcast de Joe Rogan. Et à un moment donné, ils n'ont pas coupé ce truc-là au montage. Ouais, J'ai trouvé ça lunaire. Alors, pas juste quand il est allé pisser, à un moment donné, le micro de Joe Rogan ne marchait plus. Ah ouais, il a accroché comme le fil. Puis là, Vance essayait de rebrancher le fil. Puis ils parlaient ensemble. Mais à la télé, il n'y a aucune chance que ce passage-là soit retenu. Il aurait coupé ça, il aurait fait un truc au montage. Mais là, on voyait comme une scène qui est un petit peu lunaire, mais dans lequel les gens voient ça en se disant c'est des vraies personnes. C'est des vrais êtres humains que je regarde. C'est pas un politicien avec une cassette qui défile des liners appris par cœur. Ce sont des humains qui parlent ensemble. Puis là, ils ont un petit pépin technique, comme ça pourrait m'arriver, comme ça pourrait arriver à n'importe qui. Puis ça, je pense que les gens sont friands de ça, à quelque part. Ils préfèrent une touche d'imperfection au profit d'une touche d'authenticité. Mais comment on a fait pour s'en passer aussi longtemps d'authenticité? Parce que c'est récent, les podcasts. Tu pourrais me dire, ben, le premier, c'était en 2006. Mais non, mais c'est à la mode depuis 10 ans à peu près. Ouais, 10-15 ans. Puis avant, il n'y en avait pas. Fait qu'avant, on avait cette espèce de télévision austère, cette radio très classique, très pointue comme ça. Puis ça, y avait-tu une demande pour autre chose? Est-ce que à Québec, ça existe depuis longtemps. Tu sais, je veux dire, le premier podcast réellement... Pas le premier podcast au Québec, mais le premier podcast qui fait vraiment de l'argent par lui-même, autoproduit, c'est Jeff Fillion avec Radio Pirate. En 2006, il décolle ça. En 2006, il s'est fait foutre à la porte de Radio X. Puis, il en a vécu, puis il a donné de la job à du monde pendant longtemps. Tu sais, je veux dire, c'est du 5, 6, 7 000 auditeurs, c'est du 100$ par année pour s'abonner. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse là-dedans. Mais je veux dire, pourquoi ça pouvait fonctionner à Québec? C'est parce que la radio authentique à Québec existait déjà. C'est un produit de radio qui a été transféré tout simplement sur Internet puis dans des autos XM puis tout ça. Fait que la culture de Québec était prête pour ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que la culture à Montréal est probablement prête depuis longtemps parce que même si on est la fameuse droite de Québec que les gens disent, la réalité, quand on regarde nos chiffres, c'est que 50% de nos auditeurs sont montréalais. Ah ouais? Ouais. Carrément. Fait que, le Grand Montréal ou l'île? L'île de Montréal. Ben voyons donc, pour vrai. Okay. Ouais, ben veux pas la grosse. Il y a du monde à Montréal. Ben non, mais je sais, mais c'est parce que j'aurais pas pensé ça. Là. Mais il n'y a pas d'offre radiophonique de notre côté de l'échiquier politique. Non, c'est ça. Mais la première fois qu'on s'est rendu compte de ça, c'est on a fait je pense la deuxième année du podcast, on s'est dit, on devrait faire un événement en public, inviter juste des membres payants qui sont sur notre Patreon. Et là, on organise, nous, on se dit, ben, on est de Québec, nos auditeurs sont de Québec, donc on réserve une salle à Québec. Et là, les messages commencent à rentrer. Quand est-ce que vous allez faire un événement à Montréal? Je dis, mais pourquoi je ferais un événement à Montréal? Ben, moi, je reste moi, je reste à telle place. Ouais, moi, je suis de Brossard, mais Montréal, même si c'est sur l'île, ça m'arrangerait. Puis là, on s'est rendu compte, OK, il y a plus de monde. Puis à un moment donné, ben, les outils maintenant du podcast donnent plus de statistiques qu'avant. Là, avant, tu savais rien. Là. Tu savais qu'il y a un download, mais tu savais. Maintenant, on voit. C'est juste si on voit pas les points sur la carte de qui
qui téléchargent. Là. Donc, c'est ça, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas loin de la moitié des gens qui viennent de Montréal. Ce style de radio-là n'existe pas à Montréal. Tu sais, nous autres, dans l'environnement Lévis-Québec, on est en compétition avec Radio X. Même si on s'est fait connaître à Radio X d'abord et avant tout. Mais je veux dire, en théorie, Radio X, c'est un compétiteur. Fait qu'il faut qu'on se divise ce marché-là. Il faut qu'on le divise avec Jeff Fillion aussi. Puis on est tout du monde qui s'entraîne, on est tout du monde qui s'apprécie beaucoup, mais on est aussi un peu en compétition un l'autre. Tu rajoutes Boulevard FM qui fait du talk également. Tu rajoutes le FM 93 qui a déjà été un peu plus à droite, mais qui est encore dans le talk, mais qui est rendu boomer un peu. Hey, je me rappelle de Sylvain Bouchard, moi. Ben ouais, durant le printemps étudiant, là, c'est plus le même gars. Là. C'est plus le même gars. Non, c'est ça. Il s'est adouci. À Montréal, ben, on sent que tu as Cube qui prend un peu ce segment de marché-là, mais là, ça fait pas longtemps qu'ils sont diffusés sur une bande FM, c'est exclusivement en ligne, si je me trompe pas, à aller jusqu'à l'automne. Ouais, l'automne 2024. Fait que de voir que le marché de Montréalais s'est développé pour nous autres, c'est quasiment naturel parce qu'on a moins de compétition à Montréal qu'à Québec. Mais l'authenticité, tu as écrit un super livre avec Gilles Proulx. Je pense que les gens viennent sur Internet chercher ce qu'ils ont perdu ou ils ont l'impression d'avoir perdu dans les médias traditionnels. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, médias, radio, télé, mainstream, je voyais passer des Pierre Falardeau, Michel Chartrand, Gilles Proulx, André Arthur. Doc. Du Trisac, Doc Mayou. Là, tu disais, mais OK, il y a des grandes gueules, il y a des gens qui sont prêts à clasher dans les médias, mais ces gens-là, ils ont plus ou moins été remplacés. Moi, je me souviens un des moments célèbres pour moi d'authenticité à la télé, c'était quand Michel Chartrand s'était présenté dans une élection comme député indépendant, et puis Bernard de Rome lui dit « Ah, vous avez 67 ans ou quelque chose comme ça aujourd'hui », puis il lui répond « Le human interest, ça me fait chier ». En pleine télé, puis là, tu sais, Bernard de Rome qui est comme OK, merci, bonne fête », là, puis là, il raccroche. Ben oui, parce qu'ils sont entraînés à faire face à quelque chose qui est formaté, même chez l'invité, même chez le chroniqueur, même chez l'intervenant. Puis c'est parce qu'ils ont imposé ce style-là. Et là, quand ils font face à quelqu'un qui est une vraie personne, qui est une personne, d'ailleurs, on s'ennuie de ces gens-là. Moi, je m'ennuie tous les jours de Falardeau, d'un gars qui arrive et qui dit « Regarde, pourquoi tu me parles de même? Il va partir, moi, si tu me poses ces questions-là. Ah, tu me fais chier, je m'en vais. » Mais ça, c'est du vrai monde. Puis là, il y a comme un clash entre deux mondes qui est un monde fake puis un monde qui est vrai. Puis il y a de la place pour Mathieu Bock-Côté qui, lui, va avoir son style à lui, qui va être hyper vocal, un langage parlé qui est des années-lumière à celui que je veux utiliser moi-même. Mais lui, il va avoir son public. Nous, on va avoir notre public, des choses comme ça. Mais ce qui est rendu dans les médias traditionnels, d'une façon générale, c'est beige. C'est très, très, très beige parce que il faut que tu sois interchangeable. Il faut que tu puisses, si tu perds ton contrat avec telle radio, tu peux aller à l'autre radio, et ainsi de suite. On parlait de ça un peu en montant. Dominique Moret, dans la région de Québec, a son propre style. Mais là, tu commences à penser, y a-tu une autre station de radio qui voudrait l'engager? Parce que là, il y a un risque. Des fois, il pète une coche. Des fois, il est pas fin. Mais là, le petit Québec, maintenant, c'est il faut que tout le monde dise à peu près la même affaire. Il faut que tout le monde soit gentil. Puis là, sacré, là, en ondes, c'est pas correct, là. C'est pas fin. Puis, fuck you, là. non, mais là ben non, mais c'est parce que si personne jugeait personne, parce que moi, c'est ça qui me frappe des fois, c'est je parle avec des gens qui sont plus dans, disons, la posture formatée, dans les médias traditionnels, puis ils me disent... Tu sais, pourquoi tu nous méprises? Mais j'ai dit, mais c'est pas moi qui ai commencé. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui as commencé à donner le premier coup. Puis moi, tu me donnes un coup. C'est sûr, je donne un coup. Là. Moi, je me dis, non, mais c'est parce que, regarde, j'ai été élevé de même. Mets pas un genou à terre. Fait que tu me donnes un coup, puis si t'es plus gros que moi t'en donnes un autre. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était parti de l'autre bord, le dédain, le mépris, la façon de dire ça, c'est des deux gars dans un sous-sol. Ça marche leur affaire. Ouais, mais ils sont quand même dans un sous-sol. Non, je te jure, je pense que ça marche. Je pense que ça marche plus que toi, en fait. Ouais, mais ils sont dans leur. Arrête! Ça peut-tu exister? Ouais. Ça peut-tu exister? Ça peut-tu exister? Moi, je suis pas pour on enlève, je sais pas, par exemple, du financement Radio-Canada. Là. Je veux dire, je sais que vous, c'est... Moi, je suis très beau. Non, ben OK. Moi, j'aimerais ça que tout existe, que tout existe, mais pendant qu'ils nous énervent, pendant qu'ils doutent de la pertinence qu'on a, là, c'est là que je me laisse tenter un petit peu. Puis c'est là que je fais, OK, regarde, Yann, il va en parler dans 2 secondes, puis peut-être qu'il va me convaincre. Mais c'est un aveu de faiblesse incroyable quand tu y penses. Parce que, moi, de la manière dont je le vois, c'est... Écoute, on fait 4 podcasts par semaine de notre show principal. Ça dure en moyenne 2 heures chaque fois. On parle de dizaines de sujets par jour. Et ce qu'on a à critiquer, c'est il y aurait un cadre au mur qui n'est pas tout à fait correct. Le focus de la caméra n'est pas bien.
puis mon linge, j'ai pas, tu sais, je devrais porter une cravate. Pour moi, c'est mission accomplie dans le sens que, tu sais, les gens ont rien à dire sur le fond au final. C'est comme si les gens critiquent tes chroniques à Cube et leurs commentaires, c'est sur le chandail que tu portes, ta coupe de cheveux ou whatever. Tu sais, je veux dire, rendu là, on est vraiment dans des pures banalités qui montrent qu'au final, on n'a pas de contenu là, rendu là. Si c'est les seules critiques que les gens ont à faire sont sur le contenant, ça en dit plus long sur eux, à mon avis, que sur ceux qu'ils essaient de critiquer. Tu sais, on a une totale liberté d'expression dans ce qu'on fait. C'est ça qui est quand même le fun parce que le monde du podcast n'est pas régi par le CRTC. C'est pas régi. Tu sais, il y a des limites. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Là, on peut se faire démonétiser des épisodes sur YouTube, des trucs comme ça. On connaît ces limites-là. Mais en gros, les revenus qui rentrent chez nous, c'est 70-80% Patreon. Donc, c'est des gens qui volontairement payent un abonnement. C'est quelque chose qui avait disparu. Les médias traditionnels, à partir du milieu des années 90, se sont mis à donner leur contenu gratuitement sur Internet. Les gens ont perdu l'habitude d'être abonnés à un média, ont perdu l'habitude de payer pour un média. Donc, ils ont pris pour acquis que je vais tolérer de la publicité, mais ça va être gratis. Puis là, ça a fait un temps, puis tout ça, mais à un moment donné, les gens ont fini par se tanner de la publicité, premièrement. Il y a trop de publicité partout. Puis, ils se sont dit, ouais, mais là, ce contenu-là, il ne m'intéresse pas. Puis la raison pourquoi c'est devenu beige, c'est qu'il y a des groupes de pression, il y a des lobbies, il y a des syndicats qui ont beaucoup d'argent, puis surtout beaucoup de temps libre, qui vont carrément attitrer des employés de leur côté pour aller menacer des commerçants, aller dire à des commerçants, ben, on va vous boycotter si vous continuez à mettre de la pub à Radio X, si vous continuez à mettre de la pub dans tel média. Fait que l'effet, ça n'a pas été vraiment dissuasif pour Radio X au fil du temps, ces événements-là, avec Sortons les poubelles, par exemple. Mais ça a été dissuasif pour les autres médias. Le FM 93, dans la région de Québec, ne voulait pas être le prochain Radio X. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, ben, you know what, on sera un peu plus beige, puis ce ne sera pas si pire que ça, mais au moins, nos commanditaires ne seront pas achalés. Mais ça l'a fait en sorte que les animateurs ont fini par perdre la liberté d'expression parce que les commanditaires étaient attaqués par des groupes de pression. Ben, qu'est-ce qui règle ce putain de problème-là? C'est pas compliqué, c'est l'abonnement. C'est que les gens se sont dit, ouais, là, les radios que j'écoutais sont rendues beige un peu. Je suis prêt à payer pour écouter Jeff Fillion. Parce que si j'écoute Jeff Fillion, si j'écoute Yann et Frank, puis je paye un abonnement, ben eux autres, ils m'ont l'air plus libre. C'est sûr qu'on est plus libre. Le mode de financement, c'est cet abonnement-là qui avait disparu à l'époque. Et puis ça, c'est pas juste au Québec. C'est un phénomène qui est mondial. Les gens sont prêts à recommencer à payer pour des abonnements, mais de qualité. Le Wall Street Journal, c'est un journal qui n'a pas de difficulté financière parce que la qualité de son contenu est là, puis les gens sont prêts à payer pour s'y abonner. Et tu peux presque pas lire un article du Wall Street Journal sans payer. Mais ils sont bons. Fait que les gens sont prêts à payer. Puis ça, c'est ce retour-là au principe de l'abonnement qui rouvre la porte à cette liberté de parole-là que tu vas avoir dans le podcasting, que tu ne peux pas avoir à Radio-Canada, tu ne peux pas avoir à TVA de la même façon. C'est pour ça que c'est un peu plus coincé, parce que la grosse compagnie d'assurance, le gouvernement, il veut commanditer, mais si et seulement si le discours est acceptable, parce qu'à quelque part, il y a des gens qui ont menacé de boycott, ou il y a eu des lobbies qui ont mis des pressions, tout ça. Tant qu'à moi, c'est de la faute aussi des entreprises. Les entreprises devraient arrêter de flancher devant ces faux boycotts-là. À un moment donné, tu sais, je veux dire, tu as décidé de mettre de la publicité dans un podcast. On l'a vu avec Salvatore, l'épisode éventuellement. Vous avez décidé de mettre de la publicité dans un podcast. Ça ne veut pas dire que vous endossez ce qui est dit dans le podcast. Ça veut juste dire que vous voulez vendre votre produit aux gens qui écoutent ce podcast-là. That's it, that's all. Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais on fait un lien entre les deux parce qu'on a perdu la notion de liberté d'expression. On a perdu la notion c'est quoi faire de la bonne radio, faire du bon contenu. Pour faire de la bonne radio, faire du bon contenu, ce que ça prend, c'est de la liberté. Pas du beige, la liberté. Mais je veux dire, si tu as de la liberté, prends pour acquis aussi que de temps en temps, il y a quelqu'un qui va dire de quoi qui va te choquer. Ben oui. Tu ne seras pas capable d'écouter quelque chose qui va dire 100% de ce que tu veux dire de la bonne façon, avec la bonne prononciation. Ça n'arrivera jamais. Là. Ben oui, mais tu sais, moi, ce qui m'agace, puis je vais vous raconter une petite histoire, parce que c'est vous les deux personnages dans l'histoire, là, vous allez voir, c'est l'hypocrisie, tu sais, parce qu'on peut s'attaquer au contenant, tu l'as dit, hein, ton chandail est laid, tes cheveux sont laids, Rémi, t'es pas bon. Attends, tu dis quelque chose sur ce que j'ai dit, pas encore, puis ça vient pas. Puis on laisse donc toujours faire le contenu, puis le contenu, ça, on s'y intéresse pas. La soirée électorale américaine.
Vous vous en rappelez? Ouais, Fait c'est quelques fun, ça. mois. Ouais. C'est fun, Moi, ça. j'ai décidé ce soir-là, parce que ça arrive aux 4 ans, de me faire une vraie soirée, tu sais, à me pencher sur plusieurs médias, de d'éteindre ça, de partir ça. Et à un moment donné, vous avez fait partie de ma brochette de sources d'informations pour cette soirée-là. Puis Yann, il sourit ici où je m'en vais. Là. C'est que j'écoutais la soirée électorale, puis vers à peu près, c'est vous qui allez vous en rappeler plus précisément, là, mais vers 9h, 9h30, vous, là, vous avez pris un risque qui n'était pas vraiment un risque pour vous, mais vous avez fait un statement, vous avez dit, on sait qui gagne. Là. Ouais. C'est comme c'est fait, Ouais. c'est Trump. Puis là, moi, j'écoutais donc la soirée avec vous autres. Il y avait les 4 caméras. Je pense qu'il y avait Joey Obey qui était là aussi. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui, Samuel, je pense. C'est Ouais, son Sam prénom. était là, ouais. Bon. Puis là, je regardais Radio-Canada. Puis là, évidemment, il y avait des têtes d'enterrement parce que Ouais. je pense qu'ils savaient ce qui s'en venait, mais ils ont refusé de le dire jusqu'à quoi? Quelle heure? Jusqu'à 10h30, 11h. Puis peut-être que je me trompe de 30 minutes, là, mais à peine. Mais 2 heures avant, on avait 4 gars chez eux, devant leur caméra, qui se basaient sur des sources quand même assez fiables. Il y avait quoi? Il y avait l'aiguille du New York Times qui prouvait, qui démontrait que les probabilités que Trump gagne étaient rendues à comme 80%. Ben, en fait, c'était que les scénarios, tu sais, ils appellent ça, dans le jargon politique, ils appellent ça les chemins. Là. On sait qu'il y a un chemin vers la victoire et on connaissait le principe des États clés. Là. Donc, on savait ça donne tant de grands électeurs. Et à un moment donné, très tôt, vers peut-être 9 heures, justement, on s'est dit, Yann et moi, on s'est dit, regarde, là, il y a 1, 2, 3, 4 scénarios dans lesquels c'est Trump qui gagne. Et pour que Harris gagne, elle doit remporter les 3 États clés du Nord. Et là, on regardait les chiffres et on disait, mais c'est possible. Mais c'est quasiment mission impossible. C'est improbable. Donc, à partir de ce moment-là, ça semblait clair que les probabilités, puis on regardait en même temps aussi les marchés prédictifs, eux, ils l'avaient... Polymarket. Polymarket qu'on appelle, puis tu avais un autre truc qui est un agrégat de ça qui s'appelle Election Betting Odds, qu'on regardait beaucoup. Puis nous autres, on s'est servi de ces outils-là durant la campagne parce qu'on parlait de ça tous les jours, puis on parlait de ça avec nos auditeurs. Puis on disait, attendez, là, les gens disent ça là, dans les grands médias, là, mais voici d'autres indicateurs que nous, on parle. Puis nous, à partir du débat des colistiers, donc à partir du débat entre J.D. Vance et Tim Walz, on a vu les deux courbes se redécoupler parce que Harris avait passé en avance. Et là, on a vu que Trump prenait le dessus. Puis à partir de ce moment-là, nous, on disait aux gens, pour vrai, il y a vraiment des grosses chances que ce soit Donald Trump. Et on était les seuls à dire ça. On regardait les autres médias, puis on dirait qu'ils confondaient leurs souhaits avec la réalité. Nous, on n'émettait pas un souhait, on disait voici quelles sont les probabilités. Puis ça, je pense que c'était un des épisodes qui a contribué à asseoir une certaine crédibilité du podcast parce que les gens se disaient attends un peu, là. J'entends ça nulle part ailleurs, là, que le gars va peut-être gagner, puis c'est ce qui est arrivé le soir de l'élection. Tu sais, quand on dit qu'on se servait de Polymarket, les marchés prédictifs, moi, j'ai une formation d'actuaire. Moi, les probabilités, je les comprends. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que personne ne comprenait. Mais en 2016, Donald Trump, quand il affronte Hillary Clinton, les marchés prédictifs, ce qu'il nous disait, parce que c'est dur à comprendre pour nous autres, mais pensez que c'est comme un gros mise au jeu. Aux États-Unis, tu as le droit de faire des paris sportifs, des paris électoraux, en fait, sur des sites. Puis évidemment, des sites comme Polymarket, l'arrivée des crypto-monnaies a facilité ça encore plus parce que tu évites bien des régulations quand tu arrives et tu peux utiliser de la crypto. Fait que c'est carrément de même que c'est basé. Ils utilisent la crypto pour faire leurs affaires. Mais plus il y a des gens qui misent sur quelque chose, plus le wisdom of crowd, là, la sagesse des foules, embarque un peu comme principe et tu te ramasses que tu es capable de bien évaluer les probabilités. Mais encore là, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. En 2016, Hillary Clinton, Donald Trump, dans les betting odds, Hillary Clinton était sûre de gagner l'élection à 80% en 2016. OK. Donc, si on refait l'épisode à l'époque, puis c'est nous qui commençons, on dit normalement, tout s'enligne pour qu'Hillary gagne. Puis, éventuellement, dans la soirée, Donald Trump a remonté. On s'en rappelle, il y a été pendant 1h30 de temps que Donald Trump gagne. C'est ça? Non, ça c'est le 2020, je mêle de quoi. Oubliez ça. Mais ça a fini que Donald Trump a gagné cette élection-là. Là, les gens se sont dit, les betting odds n'ont pas fonctionné. Non, les betting odds, ils peuvent avoir fonctionné. Si Donald Trump avait 20% de chance de gagner, puis il l'a quand même gagné, c'était possible. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les marchés prédictifs, si tu prends 100 marchés,
qui ont chacun des probabilités de 80-20, ben, tu vas avoir 80 de ces marchés-là qui vont avoir eu raison, puis 20 de ces marchés-là qui vont avoir eu tort. C'est ça que ça veut dire, c'est des probabilités. Pour moi, qui avait une formation d'actuaire, c'était facile. C'est de l'acquis dans ma tête. Mais là, ce qu'on se rendait compte, c'est plus on parlait de ça, plus les gens nous challengeaient sur ça. Puis là, ils disaient, vous comprenez rien. Puis là, on prenait le temps un peu de faire la pédagogie des marchés Vous productifs. jouiez gros, là, honnêtement. Oui, mais non, parce que les chiffres sont réels, les chiffres étaient bons. Et la beauté des marchés prédictifs, c'est pour ça que moi, sérieusement, si tu me demandes un souhait que j'aurais pour faire du commentaire politique au Canada, c'est de permettre les marchés prédictifs au Canada, permettre aux Canadiens de miser sur des élections, sur des questions de ce type-là. Je trouvais ça vraiment cool parce que ça nous donnerait une bonne information. Mais ça te donne une information qui est en temps réel. Donc, tu es capable de... Tu sais, un sondage, il y a toujours un décalage. Quand Léger fait un sondage, ben, vous regardez les dates, c'est tout le temps genre une semaine et demie avant. Fait que là, tu essaies de faire de l'analyse puis de la suranalyse pour dire c'est quoi l'événement qui a déclenché. Mais les betting odds, c'est en temps réel. Quand on écoute le débat entre Harris et Trump, on voit que toute la soirée, les odds bougent presque pas, puis finalement, Harris finit par passer un peu en avant de Trump, et cette tendance-là reste pendant des semaines. Et éventuellement, quand arrive le débat des vice-présidents, c'est Harris qui commence la soirée électorale, la soirée de débat, c'est Harris qui est en tête, mais Walz a tellement été mauvais, puis J.D. Vance a tellement été bon que les courbes se sont recroisées à peu près 20 minutes après le début du débat. Et ils ne se sont plus jamais recroisés par la suite. Donc, si vous cherchez vraiment l'explication la plus cohérente pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la victoire de Donald Trump, l'élément déclencheur de la montée de Donald Trump est réellement le débat de J.D. Vance. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, c'est du data, c'est des chiffres. C'est des gens qui ont mis de l'argent, qui ont misé pour essayer de gagner de l'argent de leur côté. Il n'y avait pas un intérêt. Là, il y a des gens qui sortaient des affaires. Ouais, mais là, il y a de la manipulation de marché. Il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent, des Ukrainiens, les Russes. Hey, les Russes. Toujours les Russes. Toujours les Russes. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Toujours en les arrière Russes. de la toile, là, Ce que les gens ne comprennent pas, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent sur les odds pour éventuellement les faire bouger dans la direction qu'ils veulent? Honnêtement, je pense que oui. Mais je pense aussi qu'ils l'ont fait des deux bords. C'est ça. Puis généralement, ça a tendance à s'annuler. Fait que c'est... Pour quelqu'un qui a une base en mathématiques, ce site-là est tout simplement fantastique. Ça nous aide à comprendre les choses, ça nous aide à identifier de manière très précise des éléments déclencheurs. Ça nous aide à faire du Christi de bon commentariat politique. Mais tu regardes dans les médias traditionnels, il n'y a personne qui a parlé de marché prédictif. Non. Jamais au Québec, à personne. L'autre fois où c'est arrivé aussi, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, là, c'est, bon, on ne sait pas au moment où les gens vont écouter ça, qu'est-ce qui va en être, parce que ça brasse beaucoup en ce moment. Mais à un moment donné, je t'ai dit, Yann, il se passe de quoi dans le graphique, parce qu'il y avait un bet aussi, il y avait un pari sur Polymarket sur un cessez-le-feu à Gaza. Oui. Et je lui ai dit... C'était pas annoncé. C'était pas annoncé encore. Je lui ai dit quelques jours avant, je dis, la courbe vient de partir par en haut. Il y a des gens qui savent des choses et qui parient finalement. Probablement des gens proches. C'est gore un peu quand même. Hein? Ben oui, c'est gore. Et là, je lui ai dit ça et on en a parlé aussi. Puis comme la semaine d'après, c'était la dernière semaine de Biden en poste, il a fait sa conférence de presse pour dire qu'il annonçait un cessez-le-feu. Puis tout ça. Et c'était quelques jours après que Donald Trump a fait son truc à Mar-a-Lago, il a dit s'il n'y a pas un cessez-le-feu quand je vais rentrer en place, all hell will break loose ou quelque chose comme ça. Ouais. Et là, ça a spiké. Et là, on s'est spiké par en haut. Et là, nous, on en a parlé, mais personne ne parlait de ça. Là. Puis oui, ça peut sembler un peu spéculatif, mais en même temps, c'est basé sur quelque chose. C'est basé sur des informations. Et je pense que dans les médias, plusieurs médias traditionnels, ce que les gens remarquent de plus en plus, c'est qu'il y a peu d'analyse, beaucoup de morale. Il y a de la morale, beaucoup. Les gens qui écrivent disent « Je n'aime pas Donald Trump, c'est un salaud, c'est un menteur. Je n'aime pas J.D. Vance, c'est un salaud. » Moi, j'ai vu des articles au lendemain du débat de J.D. Vance avec Walz où des gens disaient hey, « Walz, c'était extraordinaire. » Ben, nous autres, on disait « Mais non, il n'a pas été extraordinaire. Et c'est pas moi qui le pense, c'est tous les gens qui parient sur l'élection ont parié contre lui. » Ben oui. Donc, à un moment donné, ça va au-delà de nos propres feelings, de nos petites émotions et de notre morale. Mais je pense que ça contribue aussi à la perte de crédibilité, ou en tout cas au fait que des gens recherchent autre chose parce qu'ils se disent, OK, eux, oui, comme tout le monde, ils ont des a priori morales. On peut aimer un candidat plus qu'un autre, dépendamment des enjeux de l'élection. Mais au final, on essaie de faire de l'analyse qui n'est pas simplement que de la morale. Ça, je trouve que c'est un gros problème, faire de la morale avec l'analyse politique.
finalement, ça peut... je veux dire, il peut avoir un salaud qui gagne et puis c'est que je sois pour ou contre, ça change rien. Ben oui, mais tu sais, tu parles de morale, mais il y a autre chose aussi, je pense. Il y a toute la question des experts. Parce que, tu sais, on Ouais. revient au Ouais. pari, là. Prenons une partie de hockey. Le Canadien affronte le Wild du Minnesota. T'as beau avoir un expert, là, je sais pas moi, Benoît Brunet, OK, qui dit moi, je pense que le Wild va gagner. Ils ont fait 2 matchs à l'étranger, puis ça s'est bien passé, puis ils sont 10-0-2 dans les 4 dernières années à Montréal. Ben, va voir sur le site de mise au jeu, parce que là, tu as pas des experts, tu as des fans qui parient, puis la cote, là, est précise, tu sais, puis je pense que je vais suivre la cote plutôt que Benoît Brunet, puis c'est rien contre Benoît Brunet, là. Non. C'est juste, c'est comme 2 discours différents. Tu as le discours plus de la rue, plus populaire, plus monsieur, madame, tout le monde, qui est, évidemment, il y a un dédain par rapport à ce discours-là, puis tu as le discours des experts. Puis dans toute cette soirée-là électorale, c'est ça que je me disais. Je me disais, il y a Yann et Frank, puis il y en a d'autres qui se sont sans doute fiés à ça, tu sais, à l'idée des paris, tout ça, puis à qui bête sur quoi. Puis tu as l'autre bord, tu as Radio-Canada où ils disent non, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Parce qu'on a quelqu'un à. Non, Wajé Godis, je ne sais jamais capable de dire son nom, la fille qui fait des. qui est correspondante, c'est difficile à dire. Mais là, il faut qu'il arrête d'amener Pauline. Pauline qui? Ben, Pauline Marois, il la sorte pour la première femme présidente aux oui, États-Unis. ça, c'était triste. Non, personnellement, ça me faisait presque un peu de peine pour elle. Ouais, ça fait 2 fois, là. Ça fait 2. Il l'avait tout maquillé puis tout. Non, je me dis, c'est presque cruel. Là, laissez Pauline tranquille. Ben, invitez-la quand ce sera fait. Le lendemain. Le lendemain. Ben ouais. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui. Une fois, c'est beau, 2 fois, c'est pas fin. Non, c'est pas fin. C'est incroyable. Ça manque de charité. Là. Puis tu sais, là, c'est là que tu doutes. Là, tu te dis, ils l'ont invité parce que, tu sais, ils estiment que c'est une grande soirée, il faut fêter. Tu sais, là, vous n'êtes plus en train de faire du journalisme. Là c'est de la morale. Là. C'est ça, là. C'est plus, tu sais, parce que si tu fais de journaliste, tu l'invites le lendemain, quand la nouvelle, elle s'est produite, quand Trump a perdu l'élection. Mais si tu as fait venir avant, c'est comme si tu organisais un party. Tu organises un happening, en fait. Ouais. Tu veux avoir sa réaction live. Tu veux que Pauline soit émotive. Enfin, une femme présidente aux États-Unis. Ouais. Puis... Mais c'est ça qui est drôle, c'est que beaucoup de gens dans les médias ils sont allergiques au fait que des gens comme nous, par exemple, critiquent le manque de neutralité ou la partisanerie. Mais quand tu regardes des événements comme l'élection américaine, ça transparaît, mon Dieu, mais c'est limpide. Là. Il y a même puis c'est vrai aux États-Unis aussi, il y a des gens qui mettent des compilations que les gens peuvent retrouver sur YouTube de MSNBC Electoral Meltdown. Là. Et là, c'est comme 15 minutes de compilation des animateurs, animatrices de MSNBC qui ont l'air sur le bord de pleurer finalement à cause du résultat. Tu te dis, mais le biais, je pense qu'il peut pas être plus évident qu'il l'est là. Je veux dire, ça, c'est une affaire qu'on a souvent. Ouais, mais vous autres, vous êtes biaisés, puis tout ça. Tout à fait. Le principe même du podcast, on a toujours dit, écoutez, moi, au provincial, je vote pour Éric Duhaime. Au fédéral, je vote pour le Parti conservateur. J'ai pas l'intention de changer d'idée. Mais ça change quoi? Je veux dire, c'est bien mieux de le dire. En toute transparence. Là, il y a encore des gens au Québec qui se demandent, pensez-vous que Chantal Hébert... défaut professionnel. C'est échappé. Pensez-vous qu'elle est neutre? Mais non, elle n'est pas neutre. Arrêtez, là. Elle n'est pas neutre. Mais je pense que tu le fais aussi. Là. Toutes les fois que je t'ai entendu parler, Rémi, tu disais, moi, les gens le savent, je suis souverainiste. Tu t'es jamais caché. Mais quel intérêt t'aurais à faire semblant que tu ne l'es pas? Parce que non, moi, j'aime autant le Parti libéral que les souverainistes. Les gens le sentent que c'est pas honnête quand on cache des choses. Ouais, après, je fais la différence vraiment entre un chroniqueur d'opinion et un analyste politique. Un analyste, je trouve que c'est tellement compliqué comme travail. Moi, je pourrais pas faire ça. Je sais pas comment quelqu'un peut faire ça parce que, oui, c'est sûr, c'est overrated, mais un analyste politique, il faut que tu le saches pas. Puis je trouve qu'il y en a des. Il y en a, c'est pas pire, pareil. Paul Journet, là, je sais pas pour qui il vote. Honnêtement. On n'est pas obligé d'en parler pendant 10 minutes, mais je ne sais pas pour qui Paul Journet vote. Chantal Hébert, par contre, c'est un petit peu plus clair, mettons. Ouais. Fait que, mais c'est ça, c'est comme un travail. C'est un travail un peu impossible, mais ça vient avec une responsabilité. C'est toi qui décides que tu te fais appeler analyste politique et non commentateur et non chroniqueur. Moi, je trouve mon travail est plus facile. La transparence est plus facile. Ouais. La transparence est plus facile. Je veux dire, un de nos gros features cette année, ça a été une entrevue qu'on a faite avec PSPP. C'est une entrevue qu'on a commencé à demander en décembre 2023. Puis c'était sur un coup de tête. Là. Maintenant, on s'est dit, on veut l'avoir en entrevue. Et il ne voulait rien savoir. Son staff me niaisait complètement.
T'es sûr de ça? Ah Oh, ouais? oui. Pas mal Parce que moi, sûr. j'ai entendu d'autres affaires. Mais vas-y, je te laisse parler. Mais à un moment donné, genre, une conversation avec le prof Caron puis Mathieu, puis il nous dit « Ah, il pourrait peut-être y aller, mais un jour, arrêtez d'y taper dessus, puis tout ça. » Puis tu sais, moi, j'étais un peu mal engueulé, puis j'aime pas bien qu'on me dise quoi faire dans la vie, fait que j'en remettais plus que d'autres choses. Fait que ça m'a pas bien convaincu. Puis arrive l'élection américaine, puis où est-ce que là, on a vu l'importance des podcasts, puis tout ça. Puis un des attachés de PSPP nous écrit puis nous dit on serait prêt à y aller puis tout. Puis là, j'ai fait OK, that's it. Fait que là, ça s'est fait. Il y a un déclic qui se fait. Puis honnêtement, le podcast qu'on a fait avec lui, ça a été super bon pour nous autres. Ça a donné une visibilité à notre podcast de laquelle on a profité. Et je pense que ça a été vraiment bon pour lui aussi. Ben, c'est sûr. Tu sais, maintenant, il n'y avait rien à perdre à venir nous voir. C'était fluide, c'était des questions tough, des fois c'était facile. Mais en même temps, je suis sorti de là, j'ai voté pour Éric Duhem, puis je vais voter encore pour Éric Duhem, puis lui, il est encore souverainiste. Puis... Mais il est où le bug, là? Non. Mais on n'est plus capable de faire ça au Québec, là. Ben, je sais. Puis honnêtement, moi, j'essaye de booker du monde plus à gauche, puis c'est plus compliqué. Puis on m'avait averti, puis je donnerai pas de nom parce qu'il y a du monde qui refuse pour des bonnes raisons, mais il y a du monde qui refuse pour des raisons qui me font mentir, c'est-à-dire qui me font finalement réaliser que ça va être plus compliqué que je le pensais, que d'asseoir n'importe qui devant moi. Puis j'ai l'impression, par contre, que le monde plus à droite, eux, ils sont game d'aller à peu près n'importe où. C'est normal. J'ai pas d'exemple. En tout cas, c'est 100% normal pour une raison, c'est que, tu sais, on est exclu de plusieurs médias. Là. On se fera pas de cachette. Là. Les gens, on a le tag Radio X. Je vais te donner Moi, j'ai écrit un livre en 2017 qui est d'Endetté millionnaire. Il y a 30 000 copies vendues de ce livre-là. Aller à Radio-Canada Québec, c'était absolument pas un problème. Ben, c'est sûr qu'il y avait une des recherchistes qui était une amie d'enfance, tout ça, ça l'aidait un petit peu, je te dirais. Mais j'ai fait des entrevues avec Guillaume Dumas de ce côté-là qui étaient vraiment intéressantes. Le gars, il était calé en économie, by the way, il était vraiment bon. Puis on a eu des échanges, puis c'était strictement financier. Puis même par après, il dit écoute, je sais que tu es chroniqueur à Radio X, je veux pas qu'on parle de politique ici, je veux pas te voler comme chroniqueur, mais mettons qu'on a des questions financières de temps en temps, on peut-tu te prendre en entrevue? Ouais, pas de problème, ça va bien. Puis mon amie recherchiste, c'est aussi une bonne amie de Gérald Filion. Puis elle m'a toujours dit, elle dit, écoute, Yann, elle dit c'est bon ce que tu fais. Puis à un moment donné, j'ai dit, penses-tu que je peux aller à Montréal là, présenter le livre? Elle est partie à rire. Elle dit, quand c'est ça, tu rentres pas à Radio-Canada Montréal, t'étais le gros Radio X écrit dans le front. Il dit, à Radio-Canada Québec, on connaît l'environnement Radio X, on se côtoie, on entend, les gens sont habitués. Fait que t'as pas de misère à venir à Radio-Canada Québec, mais Radio-Canada Montréal, cancelle le projet, là, tu rentres pas là, c'est impossible. Il y a un ancien de Radio X à Radio-Canada Montréal. Jonathan Trudeau. Oui, c'est vrai. C'est le seul. C'est vrai. C'est le seul. Non, mais je voulais vous faire tomber à gueule à terre de même comme ça. C'est le seul. Mais Jonathan, pilé sur Radio X, il y a en masse. Oui, puis il a ramé beaucoup. Là. C'est ça. Il a fait ça. C'est Sylvain Bouchard x10. Là. Oh, et puis il s'est assuré que Radio X ne fasse plus partie de sa signature. Mais le point, c'est qu'on est habitué à plusieurs médias qui veulent rien savoir de nous. Fait que, tu sais, à un moment donné, le débat, nous autres, puis les arguments de gauche, on est exposé un petit peu. Là, je veux dire, on est enterré de médias de gauche, on est enterré de journalistes, de chroniqueurs, d'analystes de gauche. Fait que, tu sais, les arguments, on les a tout entendus. On a tout vu ça aller, on est capable de débattre avec eux autres, il n'y a pas de problème. Le bug, c'est si je me mets dans la peau d'un débatteur de gauche de l'île de Montréal, qui n'est pas exposé à Radio X, qui n'est pas exposé à notre discours, qui nous déteste simplement pour la clip de 10 secondes qu'il a vue sur Internet, ben, il n'est pas équipé pour débattre avec nous autres. Il ne connaît pas notre discours. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait un débat politique avec Daniel Turp au cégep de Limoilou à Québec. Et il y a eu un bout sur la culture et tout ça. Puis c'était capoté. Là, je veux dire, c'était full respectueux. On a fait nos affaires. Mais moi, j'étais là, une approche un peu plus entrepreneuriale. Puis, tu sais, à un moment donné, subvention des artistes, il va falloir slacker ça un peu. Ça n'a pas de sens. Blablabla. À la fin du débat, il y avait comme 15 personnes en avant de moi pour venir me poser des questions, venir me challenger, ainsi de suite. Puis Daniel Turp, qui est une personnalité connue, puis moi, je ne l'étais pas tant, il n'y avait personne qui voulait y parler. Là. Puis il n'a pas voulu me serrer la main, il est parti après, puis tu sais, il était insulté d'avoir eu à débattre avec moi. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai juste suscité
des questionnements chez des jeunes qui n'avaient jamais été exposés à ce discours-là. Quelqu'un qui dit, écoute, les subventions en culture, voudraient baisser ça. Il n'était pas habitué à ça. Non, c'est des nouvelles idées. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, ça rafraîchit. C'est comme une nouvelle couleur, une nouvelle odeur, Mais je veux dire, nous autres, une nouvelle mode. Là. On connaît nos arguments plus à droite, tout ça, mais je veux dire, on connaît les arguments de la gauche aussi. On les subit tout le temps. On les entend partout. Fait que moi, débattre avec quelqu'un plus à gauche ou plus souverainiste ou tout ça, c'est pas grave. Là. Mais je pense que une des raisons aussi, c'est que en général, les gens passent de gauche à droite dans leur vie. Aussi. C'est rare qu'ils passent de droite à gauche. J'en connais quelques exemples, mais c'est très rare. J'en connais un. Régis Labaume. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a l'aspect comédie là-dedans qu'on n'est pas sûr si c'était pas une pièce de théâtre depuis le début. Là. Mais ouais. en général, les gens, comme tu sais, t'es plus jeune, t'es très engagé, tu veux changer le monde. Puis à un moment donné, tu prends en considération certaines réalités. Peut-être tu commences à travailler, tu te fais manger beaucoup d'impôts, ta vision change. Donc, en général, je dis bien en général, les gens de droite connaissent le mindset de la gauche parce qu'ils l'ont été. Il a déjà été. C'est vrai. Moi aussi, je l'ai déjà été. Aussi. Et c'est la raison souvent pourquoi on connaît comment ces gens-là pensent, parce qu'on a déjà pensé comme ça. Eux n'ont jamais pensé comme nous. Donc, ils nous voient souvent comme c'est des procès d'intention qui te relèguent un peu au rang d'un monstre. Là. Tu te dis, je sais pas pourquoi les gens de gauche s'imaginent que les gens de droite, c'est comme on voit des pauvres, puis on est comme, yes, un pauvre. Moi, mon bébé, je l'aime médium saignant le matin. C'est comme moi, des pauvres. Je veux dire, moi, j'aime pas la pauvreté. J'aime pas quand des gens ont des problèmes. Je veux dire, je voudrais que tout le monde soit. Je voudrais que tout le monde soit bien. En fait, on s'entend pas sur les manières d'améliorer la vie des gens. Mais il n'y a personne qui est contre ça, améliorer la vie de tout le monde. OK, mais d'ailleurs, c'est ça. Là, tu me tends une bonne perche parce que je voulais qu'on parle de ça, là, justement. De la droite qui n'a pas de cœur, puis on ne sait pas comment elle fait pour faire ses journées parce que normalement, c'est avec un cœur que le sang se dirige un peu partout, en tout cas. Hein? Je n'ai pas de diplôme en médecine, mais aux dernières nouvelles, ça marche de même. La droite n'aurait pas de cœur, la gauche, elle en aurait un tellement gros. Je ne sais même pas comment ça rentre dans une aussi petite poitrine, d'ailleurs. Puis. Tu sais, au Québec, ça pose la question de l'État, toute cette histoire-là de gauche-droite, la droite qui n'a pas de cœur, la gauche qui en a un très grand. Puis, on parle depuis quelques mois du secteur de la santé. Hein? On parle d'une réforme possible en santé. On parle de donner peut-être un coup de pied dans une ruche qui ne fonctionne plus depuis quelques années. Puis la droite, elle est vue, je pense à tort, puis vous allez me dire pourquoi je pense aussi, comme celle qui aurait une idée, pour que ça fasse l'affaire des riches, pour qu'ils puissent se faire, eux, peut-être mieux servir, mais ça aiderait pas la gauche, ça aiderait pas le petit peuple, ça. Puis je trouve que quand on s'intéresse à ce que la proposition de la droite dans ce domaine-là très précis là, de la santé au Québec, on se rend compte finalement que c'est peut-être la droite qui a du cœur, puis c'est la gauche qui, elle en a, mais elle a perdu la tête. Ben, en fait, avant qu'il y en enchaîne, là... Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui auraient avantage à réaliser qu'il y a des endroits très à gauche dans le monde qui n'ont pas du tout notre système. Là. Ni les Français, ni les Allemands, ni même les Britanniques qui ont probablement le système de santé qui ressemble le plus au nôtre dans les pays de l'OCDE, ont quand même fait certaines réformes, décloisonné des choses. Bon, je ne suis pas un expert de tous les détails, là, mais en France, il y a des hôpitaux privés, il y a des cliniques privées. Dans plusieurs pays, même des fameux pays scandinaves très à gauche, qu'on cite souvent en exemple, les gens peuvent contracter ce qu'on appelle des assurances duplicatives, donc c'est-à-dire que l'État les assure, mais si les gens considèrent qu'ils veulent plus de services, ils peuvent avoir une assurance supplémentaire privée. Ça, au Québec, c'est pas possible. Là. Tu ne peux pas te payer une assurance de santé dans lequel, mettons, si tu allais dans un hôpital privé, une clinique privée, cette assurance-là, en tout cas, il y a tout un système qui est différent. Le système québécois, canadien est quand même unique en son genre. Donc, ça transcende quand même la question gauche-droite. Quelqu'un peut être de gauche et on a reçu dans le podcast, il y a plusieurs semaines de ça, un grand social-démocrate québécois qui s'appelle Marcel Boyer, qui a écrit plein de bouquins. Il a écrit son dernier bouquin qui s'appelle Pour un renouvellement de la social-démocratie et du capitalisme de compétition. Je scamote le titre, mais essentiellement, c'est ça. Et dans lequel il dit, on peut être un social-démocrate, on peut être de gauche, on peut penser que les gens doivent être assurés, doivent pouvoir aller à l'école, avoir des soins de santé sans se ruiner, sans pour autant penser que c'est le travail de l'État de donner les soins, d'être celui qui gère la chose. T'sais, finalement,
ce qui est bon au Canada, je pense, c'est le fait qu'on ait une assurance de santé qui fait que personne est obligé de se vendre un rein pour avoir accès à des soins de santé. Mais il n'y a rien qui nous oblige d'avoir l'adéquation entre ce système-là et le fait que l'État gère les hôpitaux, l'État gère les infirmières, les médecins, tout ça. Ce système-là pourrait être entièrement privé et avoir une assurance universelle, publique, qui nous garantit des soins, là. C'est qu'on a tellement assumé que le système ne peut pas changer, qu'il doit être comme ça, sinon c'est juste pour les riches, qu'on a amalgamé des choses qui, je pense, ne devraient pas l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de religion, je pense, là-dedans. Sentiment nationaliste anti-américain. Très fort au niveau du système de santé. Ce qui nous différencie d'un Américain, c'est que notre système de santé public est gratuit, universel. Mais, tu sais, j'en reviens un peu sur ton affaire de charité. Je veux dire, c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. C'est un peu ça, là, quand tu arrives et t'es de gauche, tu te dis, il faut qu'on aide les pauvres, tout ça. Écoute, l'argent qui part en taxes et en impôts, c'est pas pour aider les pauvres, c'est pour remplir le fonds de pension des fonctionnaires. OK? L'affaire, c'est que moi, si je veux être généreux, je vais être généreux avec mon argent. Puis, si tu regardes vraiment les sociétés plus à droite, où est-ce qu'il y a moins d'intervention de l'État, systématiquement, ces sociétés-là, souvent, vont avoir une proportion de charité plus élevée, éventuellement, dans le PIB. Moi, je suis une personne qui prône le libre marché dans presque tout. Je déteste voir le gouvernement fournir des services. Je ne crois pas que mes impôts devraient servir à fournir des services via le gouvernement, mais je suis en même temps une personne qui donne beaucoup en charité. Je suis une personne qui donne beaucoup en commandite via mes entreprises pour des choses que j'aime puis des trucs comme ça. Puis ça me fait encore plus plaisir de donner de l'argent en commandite via mes entreprises parce que l'argent que j'ai donné en commandite, le gouvernement ne l'aura pas taxé. Puis elle va aller directement à une place que je pense qui est important à mes yeux. La droite n'est pas sans cœur. La droite, elle veut juste conserver la charité à partir des fonds privés des gens et non pas à partir de l'argent des autres. Mais tu te poserais-tu les mêmes questions si l'État fonctionnait? Si l'État fonctionnait beaucoup mieux... L'État ne fonctionnera jamais pour délivrer des services. L'État a une utilité. Le système de justice, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut être privé. Le système de police, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut être privé. Par contre, non, il y a toutes sortes de choses que l'État peut faire. Puis si tu regardes où est-ce que l'État est vraiment mal en point, le système de justice au Québec, les délais sont hallucinants, c'est sous-financé comme c'est pas possible. Mais je veux dire, c'est une fonction régalienne de l'État, ça. C'est une fonction qui est vraiment, vraiment importante, puis on la sous-finance. Je veux dire, c'est une vraie joke, cette affaire-là. Avant de mettre de l'argent dans un tramway, on peut financer le système de justice. C'est vraiment votre job, ça. Là. Mais la raison pourquoi l'État n'est pas capable de fournir un service qui pourrait être fourni par l'entreprise privée, c'est parce qu'il n'y a pas de profit. Les gens voient le profit d'une manière péjorative. Ah, ça, c'est ce qui permet aux riches de s'enrichir. Oui, mais le profit, la récompense de la prise de risque. Le profit est aussi ce qui permet d'absorber les mauvais coups dans les intempéries. Tu peux avoir des profits négatifs pendant 1 an, 2 ans, mais éventuellement, ce qui te permet de continuer de prendre l'argent dans tes poches puis de la réinjecter dans l'entreprise, puis de dire, je vais essayer de survivre pour maintenir mon personnel en place, c'est que tu penses que dans 3, 4, 5 ans, le profit va réapparaître et tu vas pouvoir recommencer à t'enrichir. Le profit est quelque chose d'extrêmement important et extrêmement mal compris aussi. Je travaillais pour une compagnie d'assurance au début de ma carrière, puis c'est là que j'ai vraiment réalisé comment que le profit, c'est pas grand-chose. Les gens s'imaginent, les entreprises doivent faire leur 15% de profit, fait que si on enlève le profit, ben demain matin, tout va coûter moins cher. C'est pas vrai. La compagnie d'assurance pour laquelle je travaillais à l'époque avait des revenus annuels d'à peu près comme 2 milliards de dollars. Il y avait de l'argent qui rentrait comme c'était pas possible. Le profit annuel, c'était 30 millions. C'est des pinottes, là. Ben oui. Fait que si on abolissait le profit dans cette compagnie-là, on pouvait baisser les primes d'assurance de tout le monde de 0,0 quelques %. Ben, quand tu réalises ça, tu te dis, OK, ben, un assureur, c'est de même que ça fonctionne. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre avec une petite marge de profit, mais vu que c'est appliqué sur un gros volume, ça l'est beaucoup. À l'épicerie, c'est un peu comme ça. La marge de profit des épiciers, c'est 2 à 4 % environ. On navigue entre 2 et 4 % de profit. Donc, regardez une épicerie qui est 100% privée, là, qui n'a presque pas de subvention là-dedans. Là. Regardez comment votre produit est toujours frais, comment le personnel est quand même vraiment de service, comment il ne manque pas de personnel. C'est quand est-ce que vous avez rencontré un problème d'aller à l'épicerie dans un contexte où on vous dit là, il n'y a pas assez de personnel, on va fermer dimanche, des affaires de même. Je veux dire, même dans le contexte pandémique où tout était compliqué, c'est le gouvernement qui est venu fermer les épiceries pour dire, ben là, c'est un peu n'importe quoi cette affaire-là. Mais vous avez un bon service à clientèle, vous avez des produits frais, des produits de qualité, vous avez une diversité de produits.
avec une marge de profit de 2 à 4 %. Si vous abolissez le profit d'une épicerie, bon, après un an, l'épicerie C'est fonctionne l'idée pas. de qui, ça, d'abolir le profit des entreprises? Ben, c'est la gauche. OK. Bon, ouais, attends une minute. Là, c'est l'extrême, Ben, extrême, les gens, extrême, par ouais, exemple, ouais, comme mais- Jack Metzing qui disait la greedflation, c'est ça qui explique l'inflation, parce que les entreprises veulent faire trop de profit, tout ça. Mais le but, c'est de comprendre, c'est que dans le prix que vous payez, quand vous achetez votre ananas à 5$, là, il y a seulement 2 % du prix qui est le profit de l'entreprise, qui motive le propriétaire de l'entreprise à le garder ouvert, qui motive le propriétaire Mais je veux dire, quand tu regardes la liste de tout ce que vous dépensez pour vos produits, en grosse partie, c'est pour payer le cost carrément des items que vous achetez, pour payer le salaire des employés qui sont sur le plancher, l'électricité, la location, les taxes, ainsi de suite. Et il reste en bout de ligne 2 % des revenus qui sert au profit des entreprises. Et ces profits-là, by the way, sont redistribués entre des actionnaires. Moi, je suis un actionnaire de l'Obla, je suis un actionnaire de Metro via les produits d'investissement que j'ai. Ben, je reçois des dividendes de ces entreprises-là. Fait que, tu sais, les grands richissimes qui s'en mettent plein les poches, les grands actionnaires, mais les actionnaires, c'est aussi du monde bien normal, là, qui ont un fonds de pension préparé. Vous êtes tous un peu actionnaires d'une épicerie à quelque part, parce que je suis pas mal sûr, si on regarde le portefeuille de la CDPQ, il y a des épiceries là-dedans. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, le profit a été tellement diabolisé au Québec qu'on ne réussit pas à comprendre que c'est ça qui va motiver l'entreprise à être extrêmement efficace pour charger le moins cher possible à son client puis offrir le meilleur service possible en fonction de la compétition qu'il y a autour. Le profit est absolument nécessaire pour mettre en place des services d'une grande qualité. Mais quand tu regardes dans le système de santé, vous avez des services de santé qui sont entièrement privés. Votre physiothérapeute, il est privé. Votre chiro, il est privé. Votre dentiste, il est privé. Votre pharmacie est privée avec une assurance publique pour une partie des gens. Mais tous ces services-là, c'est des services qui donnent un service d'une très grande qualité. C'est facile d'avoir un rendez-vous. C'est facile de parler à un professionnel. Puis oui, vous pigez dans vos poches pour l'avoir, mais tout est facile puis vous aimez le service que vous recevez. C'est plus facile de soigner un chien au Québec que soigner un adulte. Non. En parfaite santé. Il n'y a personne au Québec qui dit « ça fait 6 mois que j'attends de voir un physiothérapeute ». Non. J'ai jamais entendu ça. Comme par hasard, c'est privé. Puis on dirait que les Québécois ne réalisent pas que des services de santé privés sont déjà offerts au Québec et vous avez une belle qualité. Puis ma femme était pharmacienne. Puis, elle est encore pharmacienne. Là. Mais ce qui la faisait capoter des fois, c'est que tu avais un patient qui avait passé 12 heures à l'urgence, qui finit par voir un médecin 5 minutes, qui sort de là avec une prescription, qui vient à la pharmacie, qui donne la prescription au pharmacien, puis quand il a à attendre 6 minutes, commence à soupirer. Là, tu te dis, voyons, tabarnak, t'as fait 12 heures, t'attends à l'urgence, puis là, quand t'es chez nous, t'es pas content d'être servi en 7 minutes. Oui, mais c'est parce que là, ça fait 12 heures et 6 minutes qu'il attend, là, Ouais, quand il est ça. rendu à la pharmacie. Là. Mais on est rendu avec une tolérance tout simplement incroyable pour le service public. C'est vrai. Et on n'a aucune tolérance pour un service privé. OK, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les causes. Fait que moi, je veux comprendre pourquoi. Puis toi, tu me dis, on a, en tout cas au Québec, une espèce de dépendance idéologique à l'État parce qu'on a un nationalisme anti-américain. Il y a ça, puis on s'est habitué aussi. Ouais, je pense qu'on s'est Toi, tu me parles de tu sais, c'est religieux. J'ai aimé ce mot-là. D'ailleurs, il y a un écrivain qui a écrit, il y a un auteur qui a écrit un livre là-dessus, là, sur le fait que c'est comme, on a regardé l'Église avant la Révolution tranquille. Puis ça, c'était notre rapport religieux avec quelque chose qui était en dehors de nous. Là, maintenant, c'est l'État. Mais tu sais, ça, ça peut-tu se soigner, ça, cette affaire-là? Ou Ben, je pense que par l'éducation puis la discussion, à un moment donné, comme je disais, je parlais de Marcel Boyer tantôt, c'en est un social-démocrate. Je pense que quelqu'un comme lui, ben, il est plus âgé aussi, mais ces gens-là ont un rôle à jouer dans le sens, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique. Les gens ont assumé que on dirait qu'une partie des gens à gauche ont assumé que pour être des bonnes personnes, pour conserver leur pureté morale de gens de gauche, ils doivent cautionner le système qui a été bâti par la gauche. Mais je pense que des réformes sont possibles. C'est pour ça que je disais, il y a des pays dans le monde qui n'ont pas ce système-là. En fait, la majorité des pays l'ont pas. Ils ont des hôpitaux privés, ils ont du privé en santé, puis ça ne veut pas dire le privé égale pas droite. Là. On dirait qu'ils ont assimilé ça dans leur tête. Mais c'est sûr que historiquement, on a assumé qu'une partie comment je dirais ça, les francophones qui prenaient leur destin en main, ça passait par l'État québécois, la nationalisation de l'électricité, l'éducation, sortir l'éducation des mains des religieux pour l'amener dans les mains de l'État. Bon, fait que je pense qu'il y a une part de notre
héritage là, qui est relié à ça, de notre histoire. Ça, je le comprends. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut comprendre que c'est pas le fin mot de l'histoire non plus. Ça veut pas dire qu'on n'est plus québécois, qu'on n'est plus des bons citoyens si on se permet de remettre en question des modèles. Puis je pense que il y a beaucoup de nostalgie parce qu'il y a des gens qui disent, puis ça je le vois surtout de gens plus vieux, notamment certains chroniqueurs qui disent quand j'étais jeune, on pouvait en voir des médecins puis ça allait bien. Ouais, mais probablement que quand le système a été nationalisé, ils ont nationalisé les écoles, les hôpitaux, tout ça. Au départ, il y a probablement que les gens qui étaient à l'administration, la bureaucratie devait être très faible. C'était hérité de la religion, mais c'est à la longue, ce qu'on appelle le mammouth, il a grossi, on a rajouté des sous-ministres, on a rajouté tout le monde. Et là, si tu veux épurer ce système-là, ça devient presque impossible parce que les gens qui sont payés pour l'administrer et le gérer, la première affaire qu'ils devraient couper, c'est leur propre poste à eux. Or, ils le feront jamais. C'est pour ça qu'ils ont créé le Santé Québec pour essayer de créer une autre affaire qui va aller par en dessous, essayer de changer des choses. Mais à mon avis, c'est un peu voué à l'échec. Puis l'échec, il est constaté dans le sens qu'il y a plein de Québécois maintenant, il y en a plus que jamais, qui y vont au privé. Moi-même, je veux dire, j'y suis allé cette année parce que je n'étais pas capable de voir un médecin spécialiste. J'ai dû en voir un au privé. Ça ne faisait pas mon affaire là, de payer genre 900$ pour voir un médecin spécialiste. Par contre, j'ai passé un coup de téléphone, puis en 2 semaines, j'avais mon rendez-vous. On ne m'a pas fait attendre pendant 19 heures. Le local était propre. Mais ces services-là auraient pu être couverts par une assurance. Il n'y a rien qui veut dire que si on avait ce système-là, des gens qui sont pauvres ne pourraient pas y avoir accès. C'est ça, je trouve ça malhonnête dans le discours. C'est la seule chose qui manquait au système américain pour être acceptable aux yeux des Québécois, c'est qu'il n'était pas universel. Mais je veux dire, tu peux avoir un système universel qui a du privé dedans, mis en compétition avec le public, puis que les joueurs se battent un peu, puis éventuellement, ça va être plus efficace. Je te donne un exemple. Dans la pandémie, à un moment donné, on a besoin de vacciner beaucoup de gens. On finit par avoir des vaccins, on a fini par régler nos bugs. On finit par avoir des vaccins, puis là, on essaie de vacciner avec des grosses cliniques de vaccination, style mammouth étatique, puis ainsi de suite. À un moment donné, je fais le calcul. Christian Dubé annonce le budget qui est mis en place pour les cliniques de vaccination, puis le nombre de doses qui va être donné. Puis j'arrive à un calcul qui me donne, c'était une règle de 3 à l'époque, que ça coûtait à peu près 60$ vacciner une personne au Québec avec ce système-là. Puis tous les gens qui ont été se faire vacciner dans les grosses cliniques publiques ont vu un peu le processus. Il y a quelqu'un qui t'attend avec un masque à l'entrée, puis la pince, puis là, tu changes de masque. Là, tu as vu une personne. Il y a un garde de sécurité, 2 personnes. Là, après ça, tu vas t'enregistrer avec la carte. Là, 3 personnes. Après ça, tu regardes les affaires à côté. Ils sont tous en train de lire des livres. Il y en a qui étudient, puis tout ça. Tu dis, OK, ils n'ont pas assez de job, mais ils sont beaucoup. Fait que là, OK, puis là, 5 personnes, puis 6 personnes. Puis là, tu as ton vaccin avec la 7e personne. Après ça, la 8e personne surveille la salle d'attente. Puis là, la 9e personne, pour sortir, il y a un autre agent de sécurité. Fait que là, tu as rencontré 9 personnes. En parallèle avec ça, le gouvernement a eu besoin d'aide. Fait que quand ils sont fourrés avec le système public, souvent ils s'en vont vers les pharmacies privées. Fait que là, ils offrent aux pharmaciens privés, puis la QPP s'en va négocier des tarifs avec eux pour dire on va vous en vacciner du monde. Nos pharmaciens ont le droit de vacciner, ils savent comment faire, ainsi de suite, ils ont leur formation. Puis la QPP réussit à négocier vraiment avec une grosse négociation difficile avec le gouvernement, un tarif de 15$ par personne. C'est quand même 4 fois moins cher, là. Ma blonde en a fait beaucoup. C'est une des pharmacies qui a vacciné le plus de monde dans Bellechasse, avec le 15$ par personne. Puis si je me trompe dans les chiffres, c'est pas 100% exact, là. Les proportions sont pas pires, ce que je vous dis là. À 15$ par personne, il restait un profit. Puis la raison pourquoi il restait un profit, c'est que tu voyais 2 personnes dans sa clinique quand tu rentrais. Tu rentrais, quelqu'un te faisait remplir des papiers, t'expliquait des affaires, tout ça. Puis tu avais ton rendez-vous à une heure très précise, puis tu sortais 15 minutes après d'avoir été vacciné, puis tout ça. Tu n'avais aucune perte de temps. Le service était super efficace. Il faisait ça avec 2 personnes, une technicienne, une pharmacienne. Puis avec 15$, il restait de l'argent. Puis au gouvernement, ça coûtait 60$ en moyenne, je crois, selon les budgets qui avaient sorti à l'époque. Puis tu rencontrais 9 personnes. Le problème, c'est pas le profit. En fait, l'avantage, c'est le profit. Le profit est utile pour inciter les gens à être efficaces. Ben oui, c'est à ça que ça sert, le profit. Puis les Québécois doivent arrêter de voir le profit de manière péjorative. Une autre chose qu'on va voir, si vous travaillez dans une PME, vous voyez dans une PME, nous autres, les productions Anne Frank, c'est une PME. On a une couple d'employés, tout ça. On est un peu tout multitask. On fait tout un peu différentes tâches. On sort un peu de notre cadre parce que c'est une mini PME. Quand vous jouez dans une plus grosse entreprise, vous êtes dans une entreprise
entreprise de 100 employés, de 500 employés, de 2000 employés, ben là, les rôles sont très spécialisés. Il y a quand même des protocoles, il y a des procédures, à la limite, il y a des conventions éventuellement. Mais dans l'entreprise privée, ce que tu te rends compte, quelqu'un qui a travaillé à la fois dans une PME ou une très grande entreprise, se rend compte que la très grande entreprise emprunte des comportements de type gouvernemental pas mal. Donc, tu te dis, même au privé, l'inefficace gouvernementale, c'est quelque chose qu'on va voir dans la grande entreprise. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'entreprise privée à cause de la mise en compétition qui ne se passe jamais au gouvernement. C'est qu'il y a des cycles économiques, il y a des cycles qui font en sorte qu'à un moment donné, l'entreprise est en difficulté, l'entreprise a une compétition trop forte et doit rationaliser. Donc, doit reviser ses dépenses, doit mettre des gens à la porte. On l'a vu avec X, par exemple. Ah oui. Je veux dire, quand que Twitter est acheté par Elon Musk puis qu'il rentre là-dedans, il fout 80% des gens dehors et X fonctionne encore. Peut-être pas au goût de plusieurs, mais ça fonctionne encore. Moi, je trouve que X est meilleur aujourd'hui que dans le temps de Twitter. Il a mis 80% du monde dehors. Comment ça qu'il arrive à faire ça? Ben, c'est qu'il y avait des sources de dépenses qui étaient inutiles, puis il y a eu une rationalisation, il y a eu un cycle de... Puis éventuellement, il va recommencer à engager des gens dans cette entreprise-là. Puis cette entreprise-là va avoir une vague de mise à pied éventuellement pour se rationaliser, pour retrouver son efficacité. Les cycles économiques amènent ça. Ben ça, on n'a jamais vécu ça au gouvernement. C'est toujours additionner. On rajoute des procédures, on rajoute des conventions, on rajoute des personnes, mais on rationalise jamais. Je rajouterais à ce qu'il vient de dire, c'est l'autre facteur aussi qui est difficile avec le gouvernement et qui le rend moins efficace, c'est on a l'impression que tous les gains d'efficacité technologique qu'on a vus dans toutes les entreprises, dans le monde privé, même dans votre vie personnelle, ils n'ont donné aucun résultat à l'intérieur de l'État. Tu sais, en ce moment, on enregistre un podcast. Bon, il y a des caméras qui nous filment. Si on pouvait aller dans les salles de nouvelles telles qu'elles existaient il y a 30-40 ans, il y avait des gens qui répondaient au téléphone en permanence. Les gains d'efficacité qui ont été permis par les ordinateurs, par les logiciels, par maintenant l'intelligence artificielle qui permet des... Moi, je m'en sers chaque jour pour condenser des nouvelles, pour me confirmer des choses. Ça remplace probablement 2-3 recherchistes que si j'avais les moyens d'engager, je le ferais. Maintenant, la technologie me permet d'améliorer ma productivité. Mais à quel moment dans l'État vous avez vu qu'on a licencié 20 000 personnes parce que l'adoption d'un nouveau système rendait tout ça plus efficace? Non, ils payent des milliards pour des systèmes comme ça à clic, mais c'est la première chose que vous allez savoir, il y a autant d'employés à la SAQ maintenant qu'il y en avait il y a des années, alors qu'ils devaient avoir tous des dactylos puis des téléphones pour que les gens viennent en personne. Là, tu te dis, mais à quoi sert toute cette infrastructure numérique-là qui coûte des milliards si au bout du compte, vous avez besoin du même nombre d'employés, voire plus, pour l'opérer? Il n'y a aucune entreprise au monde qui fonctionnerait comme ça. Santé Québec, c'est la même affaire. Santé Québec, c'est la même chose. Ils ont créé Santé Québec pour faire en sorte qu'il y ait moins de fonctionnaires au ministère de la Santé. Puis là, l'autre jour, le ministre Dubé a bien constaté qu'il avait engagé du monde à Santé Québec. Il a dit là, il va falloir que je surveille les affaires là, parce que c'était pas ça exactement l'objectif, mais ils avaient engagé un haut fonctionnaire pour prendre ces décisions-là. Non, mais c'est vrai, c'est M. Abergel qu'ils ont dû mettre dehors. Oui. Lui, ils l'ont pris pour faire la cure minceur. Franchement. Une entreprise de foresterie là, qui avait des bûcherons autrefois. Là. Puis là, il y a des gens qui coupent du bois avec des haches puis des sciates. Là. Le jour où arrivent des scies mécaniques, il y a la moitié moins de bûcherons. Le jour où il arrive de la grosse machinerie, il y a presque plus de bûcherons. Mais si c'est le gouvernement qui ait un tracteur, une scie mécanique ou des sciates, il y a le même nombre de personnes. Parce que ces gens-là sont syndiqués, ils ont une permanence à vie. Mais c'est ça qu'on voit là, dans les dernières années. C'est pour ça, moi, je dis que peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui travaillent pour le gouvernement, malgré tous les gains de productivité qu'on a eus dans les dernières années par une explosion de technologie, que ce soit tous les logiciels de gestion d'inventaire, l'intelligence artificielle. Normalement, on aurait dû voir des diminutions de la taille de l'État apportées par ces outils-là. Or, ce qu'on voit, c'est des augmentations. Au gouvernement fédéral, c'est 100 000 là, fonctionnaires de plus depuis 10 ans. 100 000. Et là, tu te dis, les gens, ils sont encore pas capables d'avoir des passeports. Normalement, c'est inconcevable. Il n'y a aucune entreprise au monde qui pourrait fonctionner comme ça. Je vais te donner un autre exemple. On dit que les médias présentement écrits sont en difficulté. Il faut les subventionner, il faut sauver le 4e pouvoir, il faut sauver la démocratie. Puis là, ça coûte 70 puis 80% des salaires qui sont financés, tout ça.
Nous autres, avec le podcast, ça allait bien. On a une troisième roue à notre carrosse qui est Joey Obey. Ça va super bien. Le nouveau podcasting, on développe. Il y a des idées, on a introduit des shorts, tout ça. Puis on est venu, à un moment donné, on regardait notre profit, puis on disait, ouais, on a un profit fun, moi puis Frank, puis on pourrait se verser du dividende, mais on n'est pas là, on n'a pas le goût de verser du dividende. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, on dit, on a une marge de manœuvre, on pourrait engager quelqu'un. On s'est cassé la tête longtemps sur qu'est-ce qu'on engage? Est-ce qu'on s'en va avec un producteur vidéo pour augmenter les shorts sur TikTok? On a étudié ça, on a regardé. Puis j'avais un vieux projet qui me traînait en arrière de la tête. T'sais, j'aimerais ça qu'on ait notre propre journaliste, j'aimerais ça qu'on ait quelqu'un qui produit de la nouvelle, tout ça. Mais moi, payer un gars un bon salaire pour qu'il me produise 3 textes par semaine, je sais que c'est pas rentable. Je sais que je peux pas rentabiliser ça, j'ai pas les moyens. Mais là, avec l'arrivée de ChatGPT, les intelligences artificielles, la possibilité de produire des images avec ça, là, maintenant, ça a fait comme, hey, écoute, il y a de quoi là, qui se passe. Il y a moyen de faire de quoi. Ben, on a décollé notre site web qui est pillulerouge.ca. On s'en va vers l'écrit. Fait que, notre business est rendu avec un site de nouvelles écrites et on est capable de produire à peu près 4 à 5 textes par jour là-dessus avec un seul employé. Je veux dire, il n'y a pas une salle de nouvelles au Québec qui est capable de faire ça. Mais les outils existent. Puis là, ils sont là, franchement, moi, je n'irai pas lire des textes de ChatGPT, blablabla. Écoute, les premières versions des textes qui sortaient, c'est vrai qu'on voyait l'intelligence artificielle dedans, mais au fur et à mesure que la personne qui s'en occupe, qui est Maxime dans notre équipe, au fur et à mesure que Maxime s'en occupe, ben, les textes s'améliorent beaucoup, puis s'améliorent parce qu'on est en train de perdre le côté intelligence artificielle du texte. Il trouve le moyen d'humaniser le texte, de l'amener avec l'angle qu'on veut, d'amener juste assez la neutralité qu'on veut avec le biais qu'on veut avoir, des choses comme ça. Parce que oui, on contrôle notre biais, on est transparent là-dessus. C'est vrai, ça a une humanité, ces petites machines-là. Hein? Ça a une âme puis un cœur. Oui, puis c'est ton texte au final. Autrement dit, c'est comme utiliser une calculatrice. Tu dis pas à la calculatrice, fais-moi un calcul. Tu fais le calcul que tu veux faire. Donc, si tu as lu un livre, tu as 150 pages, tu as 150 post-it, tout ça, tu peux même les prendre en photo, les mettre dans l'intelligence artificielle. Ça met de l'ordre là-dedans. Après, tu peux commencer à te faire un petit plan, puis ça te sauve du temps, en fait. C'est des outils de productivité. Mais malheureusement, ça semble... je pense que certains médias commencent à l'utiliser parce qu'ils mettent la mention maintenant. Ce texte a été bon, puis ils sont... même pour corriger, moi, avant ces trucs-là, là, tu veux dire, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, bon, OK, mon participe passé, puis là, tu demandes à ta conjointe, tu dis, peux-tu regarder mes fautes? On dirait que j'ai... Mais c'est long, ce processus-là est long. Traduire. Traduire. On a Germinal Gévan de notre côté, qui est quelqu'un qui est à Chicago. Qui vient de la Côte d'Ivoire, qui produit une machine. C'est vraiment une machine trip sur l'économie, très, très, très libertarien. Puis j'adore Germinal. On l'a eu 2 fois en entrevue dans le trio économique parce qu'il parle français. Il écrit 100% en anglais, mais il parle français. Très bon français d'ailleurs. Fait que ça a donné des bons podcasts avec nous. Mais maintenant, j'étais là, je dis, man, tes textes sont bons. J'ai dit, tu me permettrais-tu de les publier en français? Il était là, il dit, oh, Yann, je suis pas à l'aise. J'ai dit, j'ai pas le goût d'écrire en français. Non, je ne demande pas d'écrire en français. On va prendre ton texte. Puis je vais le traduire. Regarde. OK, mais avec GPT, il fait ouais, ben ici, regarde. Laisse-moi faire. Je vais t'envoyer la version, puis tu me préapprouveras au début, puis tout ça. J'envoie une version, j'envoie le deuxième texte, le troisième texte. À un moment donné, il dit écoute, c'est parfait. Il dit ça sort vraiment bien, puis en bout de ligne, on a commencé. C'est pour mon propos. C'est exactement ce que je voulais dire. Fait qu'il a pris confiance, puis là, il dit fait que là, Germinal est maintenant publié en français sur notre site. Mais il n'a jamais écrit le texte en français. Je veux dire, c'est la machine qui l'a écrit. C'est juste qu'on a la capacité intellectuelle de lire son texte en anglais. On est capable de vérifier si ça a bien été traduit, ainsi de suite. Puis, mais je veux dire, il aurait fallu que je paye quelqu'un avant pour faire ça. Mais à cette heure, il y a quelqu'un qui le fait avec l'intelligence artificielle, puis ça prend 45 minutes, 1 heure à peu près. Puis Germinal est content. Moi, je suis content. Puis les Québécois sont en train de découvrir un gars qui est à Chicago, qui parle bien français, mais qui écrit beaucoup en anglais. C'est un bon économiste, puis nous autres, on est contents de faire découvrir cette personne-là. Mais ce que tu décris, par contre, c'est donc une remise en question. C'est-à-dire, vous aviez une façon de travailler, est arrivée la technologie, la possibilité d'innover, et là, on parlait de l'État, et là, l'État, lui, les mêmes possibilités s'offrent à lui. Est-ce qu'on a besoin de subventionner les médias? Ben, Mets-toi pas dans la merde. C'est pas que je vais me mettre dans la merde, c'est parce que honnêtement, c'était zéro ça ma question. Fait que là, t'es comme tu me fais reculer. Mais moi, faut-tu financer les médias? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui, honnêtement. Puis c'est pas parce que je suis plein de marde. La vérité, c'est que je pense que ce que vous décrivez comme autre système,
c'est pas quelque chose qui est modéré, c'est-à-dire que c'est une autre vision du monde. Ouais. Tu passes pas de l'un à l'autre. Non. Moi, je pense qu'il doit y avoir une réflexion sur ça. Il doit y avoir une discussion, puis je suis prêt à l'avoir. Mais c'est comme quand on dit... Où est-ce que j'aurais un petit désaccord avec toi, c'est qu'historiquement, quand les choses changent, exemple, BlackBerry, c'est une belle machine. C'était une machine incroyable. Je sais pas si t'en as déjà eu un. Moi, j'en ai déjà eu un, puis j'adorais mon BlackBerry. Mais à un moment donné, l'iPhone est arrivé. Puis t'as fait « Holy shit ». Tu sais, ce que les outils font... Puis BlackBerry a disparu, Research in Motion capote, là. Mais ce que les outils font, c'est qu'ils permettent à des petits joueurs d'aller compétitionner le gros joueur. L'innovation... J'ai beaucoup de difficultés à penser que l'innovation technologique va être bien utilisée par un gros média. Mais je pense qu'il va y avoir plusieurs petits médias qui vont venir compétitionner. Puis ça va rendre le gros média plus efficace aussi, parce qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, on fait nos fins finaux, nous autres, avec nos idées, puis tout ça, puis on vient brasser les cartes un peu, puis on utilise l'intelligence artificielle, mais à un moment donné, ça va décomplexer le gros média aussi, à se dire, écoute, les autres, ils l'utilisent, on devrait le prendre, nous autres aussi, c'est pas vrai que je vais me faire compétitionner par David. T'sais. Fait que le compétiteur, c'est le petit Québécois qui utilise les grandes plateformes. Puis ça, à un moment donné, les gens vont réaliser que soudainement, il va y avoir de la compétition qui va sortir. Moi, je pense à un site, par exemple, Dans les coulisses de Max Truman, que j'adore. Dans les coulisses, c'est un site de nouvelles sportives qui est de plus en plus lu et commenté au Québec. Ben, je veux dire, il arrive de nulle part. Il arrive carrément de nulle part. Ce que tu es en train de faire avec ton podcast, on ne sait pas ça va être quoi dans 5 ans, mais je veux dire, ça peut... compétitionner des trucs. Honnêtement, je veux dire, je comprends ton point de vue, puis je pense que tu peux pas effectivement, puis même si je suis dans un hot seat parce que je travaille dans un média traditionnel, je peux quand même pas souhaiter, même parce que tu me parles de compétition, puis tu me parles de c'est qui va être gagnant, c'est probablement le lectorat, c'est probablement l'auditeur. Définitivement. Ben, ça, OK, mais je pense pas qu'il est gagnant si du jour au lendemain, tu enlèves le financement. C'est ça le problème. C'est que je pense pas qu'il est gagnant du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il y ait une discussion. Puis peut-être qu'effectivement, la possibilité qu'il y ait un définancement, elle doit être inscrite parmi les options dans cette discussion-là, parce que sinon, ça s'appelle pas une discussion, puis c'est pas une vraie conversation. Puis là, on dit encore à certaines personnes, vous taisez. Mais moi, si vraiment l'objectif, c'est même pas de sauver la job de monde qui travaille dans les médias, mais c'est que la personne qui lit son journal, c'est une façon de parler parce que ça existe plus, mais regarde la télévision puis écoute la radio, elle a le plus d'offres possible. Moi, je pense pas que c'est de définancer les médias traditionnels qui va faire en sorte que cette personne-là va se retrouver avec le plus d'options. Parce que la vérité, c'est que vous, là, vous n'avez pas une scène du gouvernement, puis vous innovez, puis vous vous battez, puis vous allez quand même vous battre si on ne vous en donne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui va disparaître parce que les médias traditionnels continuent de sucer de la subvention ou d'hériter de subventions ou de recevoir des subventions. Mais peut-être que le gouvernement aussi pourrait commencer par arrêter de nuire. Parce que sur plusieurs aspects, moi, j'étais d'accord avec une partie des trucs qui étaient dits par Pierre-Carl Pellado sur la concurrence déloyale de Radio-Canada. Moi, j'étais d'accord avec ça. Le fait, par exemple, que l'État finance qu'il y a des médias d'État, donc Radio-Canada, Télé-Québec, par exemple, qui, eux, ont aucunement besoin de publicité pour vivre, qui ont des budgets récurrents, et qui soient mis en compétition et qu'on mette, par exemple, souvent à Québec, il y a des sondages de radio, puis là, on met les classements, puis on dit Radio-Canada fait plus que le FM 93 ou quoi que ce soit, mais Radio-Canada n'a pas à être en compétition avec ces gens-là. Ils n'ont pas besoin de publicité. Toute la game des médias, c'est qui va vendre la tarte publicitaire. Mais si tu es entièrement financé par le gouvernement, tu n'as pas besoin, tu ne devrais pas être dans le marché publicitaire comme ça. Fait que, moi, je pense pas que le rôle du gouvernement, c'est d'avoir des médias d'État pour concurrencer le privé. Ça, je pense que c'est pas une super bonne... L'exemple de Radio-Canada est quand même bon parce que vous êtes à Cube Radio, je veux dire, ce qui est quand même le fun avec Cube, c'est qu'on voit la structure technique, on voit un peu les consoles, puis on voit que ça a l'air raisonnable. Je veux dire, ça n'a pas l'air... Il n'y a pas 15 personnes. Non, je te le confirme. Il n'y a pas de band dans le studio. Non, il n'y a pas de band dans le studio. Là. Tu fais référence à l'émission. Mais quand tu regardes Radio-Canada, parce que Guillaume Abatiello, il avait raison. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ce qu'il a dit, mais il avait raison. Radio-Canada, il y a 1,4 milliard d'argent qui rentre là. Ça, c'est une méga subvention. Mais regardez l'inefficacité de Radio-Canada pour délivrer un show de radio versus ce qui est fait à Cube Radio. C'est à des années-lumière. Fait que, à un moment donné, oui, il va y avoir de la subvention dans le média traditionnel dont Québécois va toucher, mais Québécois en touche quand même sacrément moins que Radio-Canada.
Mais Radio-Canada, l'excédent d'argent n'est pas pour améliorer le contenu, il est pour mettre des bands dans le studio. Ben non, mais je sais. Non, mais vous avez raison là-dessus. Puis Radio-Canada, je pense que honnêtement, il s'ajoute à ça, parce que la subvention, elle est tellement grosse, s'ajoute à ça le doute qui est dans le cœur de chacun des Canadiens, de plus en plus, à savoir est-ce que c'est vraiment objectif comme média. Quand tu donnes autant d'argent public, tu t'attends à une objectivité. Tu sais, c'est comme le deal. Là. Nous, on donne un chèque, on signe un chèque d'1,4 milliard. En plus, vous avez des profits parce que vous avez de la pub. Vous chargez Tout.tv, ça c'est quand même incroyable. Là. Ils chargent Tout.tv. Ça devrait pas. Là. Non, mais je dis, ça n'a pas d'allure. Là. Ça coûte quand même 10$ par mois. Moi, je le paye. Je suis très satisfait du service, mais ça devrait être gratuit. Ben oui. Non, mais tu sais, donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Hey, les gars, il faut qu'on parle d'une affaire, puis je veux que vous retourniez à Québec avant que le soleil se lève le lendemain. Tu disais que tu faisais pas de podcast de 2 heures. Hein? Ouais, ben là, on est rendu à pas mal 1h30, 1h35. OK, mon Dieu. Mais c'est parce qu'on est 3 aussi, là, fait que c'est 3 grandes gueules. Là. Je veux qu'on parle de souveraineté du Québec parce que je pense, au même titre que vous avez dit tantôt, que ça avait servi quand Paul Saint-Pierre Plamondon est venu vous voir, la cause, la sienne, je pense que ça sert en général la cause des souverainistes, que j'en fais partie, que d'écouter ce que des gens qui ne sont pas des fédéralistes. C'est pas comme ça que vous vous présentez. Vous vous présentez pas non plus comme des nationalistes. Je pense que vous êtes des Québécois. On est des libérales, en fait. J'ai un peu une maladie mentale sur la liberté, tu vas dire, mais sérieusement, ce qui est important pour moi, là, c'est la liberté de l'individu. Ça, c'est la chose qui est la plus importante. Puis au Québec, on subit 3 paliers pas d'imposition, mais de gouvernement. Municipal. D'imposition aussi. Oui, aussi. Il y en a plus que 3, c'est ça l'affaire. C'est que tu as le municipal, le provincial, tu as le fédéral. Tu sais, beaucoup de souverainistes, ils vont nous dire... ben là, t'es pas cohérent, tu veux plus de liberté, tu t'aimes pas le gouvernement, ben là, on te propose d'enlever un palier, puis t'es pas content. Ben non, c'est pas ça le point. Moi, ce qui est important, c'est de maximiser la liberté de l'individu. Donc, honnêtement, enlever un palier de gouvernement, enlever le fédéral, est-ce que je suis pour, contre ou indifférent? Je suis relativement indifférent. Attends, juste te suivre. Là. Pourquoi tu serais pas pour... Puis là, après, on parle des conditions, puis on parle de comment c'est fait, mais pourquoi tu ne serais pas pour si tu es un libéral qui n'est pas, par définition, un palier de moins? Ben, c'est parce que... Pourquoi c'est pas une bonne idée en soi? L'idée, c'est relativement simple. C'est que je pense que les services doivent être donnés le plus proche possible du citoyen. Donc, le gouvernement fédéral, en général, c'est pas quelque chose qui est très utile, à l'exception, évidemment, des choses qui sont normales d'être à grande échelle. Une armée, je pense, c'est la chose la plus évidente. Ceci étant dit, la proposition des souverainistes a toujours été de « faisons le pays, soyons fiers, donnons-nous les outils ». Puis là, je vais dire la phrase qui me fait le plus capoter que les souverainistes vont dire, c'est « imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait tous les pouvoirs ». Ah ben tabarnak! C'est là que je débarque. Là. C'est là que je débarque. Pourquoi? Parce que c'est justement ça le bug. Il ne faut pas que vous ayez tous les pouvoirs. Faut qu'on... Moi, c'est pas la liberté du Québec qui m'intéresse. Moi, c'est la liberté des Québécois qui m'intéresse. C'est pas la même chose? Ben, de voir des politiciens fantasmer de reprendre les outils du gouvernement fédéral et de m'en servir pour appliquer mon agenda à moi personnellement, moi, comme citoyen, j'ai rien gagné là-dedans. Ben, ça dépend, parce que si les pouvoirs sont à Ottawa, dans un palier de gouvernement qui est éloigné du citoyen, c'est le plus éloigné des 3. Tu as le municipal, tu as le provincial, tu as le fédéral, mais si tu es fait passer du fédéral au provincial, ils sont rendus plus proches du citoyen. Donc, quand le souverainiste dit on va avoir tous les pouvoirs, oui, il parle des pouvoirs qu'ils vont exercer au gouvernement qui va être un gouvernement probablement fédéral. Là. Ça va être un gouvernement fédéral dans une fédération du Québec, probablement, ou dans une république du Québec, mais bon. La décentralisation... Ben, regarde qu'est-ce que tu viens de faire. Dans une république, mais bon. Non. Non, mais c'est pas ça que j'ai fait, parce que je sais que tu as raison là-dessus. C'est pas ça que j'ai fait. Cette discussion, là, on l'a pas assez. Mais je sais que tu as raison. Tu as raison, mais c'est pas ça que j'ai fait. Là, je comprends. Non. Parce que tu as raison qu'il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. C'est vrai qu'il faut avoir cette discussion-là avant. La seule affaire, c'est que moi, ce soir, c'est pas moi qui va décider si c'est une fédération ou une république. C'est pour ça que j'ai dit fédération, république, on verra. On verra quand on va se poser la question, mais ça, je trouve que c'est nouveau ce que vous apportez. Puis honnêtement, ça me fait quasiment peur que. C'est pas du fédéralisme des rocheuses. Non, mais cette espèce de sensibilité-là pour statuer sur ce à quoi va ressembler
le pays du Québec avant de le faire. C'est bizarre. Moi, à titre de souverainiste, qui a lu énormément là-dessus, qui a lu les grands textes, qui a lu les grands théoriciens et tout ça, je les entendais pas beaucoup dire ça, effectivement. Je trouve ça rafraîchissant. Puis tantôt, j'ai posé une question, puis c'est pas grave, tu m'as interrompu, mais je veux juste que... Désolé. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. C'est pour les gens qui nous écoutent, parce que je veux qu'ils comprennent c'est quoi ma question. Ma question, en fait, c'est plus une affirmation. Je trouve que c'est important, la discussion qu'on est en train d'avoir en ce moment, parce que peu importe ce qui arrive, un jour, il va y en avoir un autre, puis c'est pas de la foi, là, OK? C'est que c'est une question qui n'est pas résolue, est à résoudre. C'est juste de la grosse logique 101. Puis quand tu dis non au pays, tu ne résous pas la question. Malheureusement, pour les fédéralistes, la question ne sera jamais résolue avant que les souverainistes vont l'avoir emportée. OK? Donc, puisque ça va se reposer, cette question-là, la discussion qu'on est en train d'avoir est très importante, puis il faut l'avoir là. Il ne faut pas l'avoir en 2026, il ne faut pas l'avoir en 2027, il va être rendu trop tard. T'sais. Puis, je trouve ça important d'entendre les préoccupations de gens qui ne sont pas des fédéralistes des Rocheuses, qui sont des gars qui se disent, regarde, nous, on est game de voter pour ce projet-là, mais garantissez-nous certaines affaires. C'est quoi ces affaires-là? Ben, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, Yann a dit, ce qui m'intéresse, c'est la liberté des Québécois, pas celle du Québec. Toi, tu as dit, c'est pas la même chose. Moi, ce que je dirais, c'est, si c'est la même chose, je vote oui. Non, j'ai dit, c'est pas la même chose. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est, si c'est la même chose, donc si on m'expose que c'est la même chose, ma réponse à moi, c'est oui. Or, je pense que ce que nous, on incarne comme position, c'est celle d'une vaste majorité de Québécois, je pense, qui avaient un peu mis de côté cette affaire-là dans les dernières décennies. Ouais. Parce qu'on a vu que ça allait un peu nulle part. Même le PQ, pendant très longtemps, ouais, peut-être, puis ça se peut, puis on verra si les conditions sont ci et ça. Et là, tout d'un coup, est arrivé PSPP, mais est arrivé aussi avec ça la pandémie. Et la pandémie, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on ne reparle plus jamais de ça, mais ça l'a révélé, je pense, certains réflexes qui sont enfouis probablement au fond de tout le monde. C'est pas spécifique au Québec. Les Ontariens ont été comme ça. Plein de gens sur Terre étaient comme ça. On s'est rendu compte que dans des moments de difficulté, dans des moments de peur, les humains, au fond d'eux, ont des réflexes liberticides, ont des réflexes contrôlants, ont des réflexes dangereux. Et nous, notre réflexion à ce moment-là, c'était de dire, même au Canada, nos institutions ont des failles. Nos institutions ne garantissent pas assez nos droits et libertés. On s'est rendu compte que par une loi qu'on ne connaissait pas, le gouvernement peut ad vitam aeternam un peu renouveler un état d'urgence, empêcher les gens de circuler alors qu'on pensait qu'on avait la liberté de circulation. Et nous, notre réflexion, c'était de dire, si tant est qu'on veut prendre l'aventure d'un pays souverain, là, un pays, c'est pas n'importe quoi. Là. C'est l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, meilleures que celles que tu quittes. Exact. Et moi, ce que je disais, c'est si les bases ne sont pas meilleures que celles du pays qu'on quitte, je préfère le statu quo. S'ils sont meilleurs, je suis ouvert, mais s'ils sont inférieurs et qu'on dit qu'on s'en va dans un pays souverain où on ne sait pas trop qu'est-ce que seront les contre-pouvoirs, qu'est-ce que sera les... tu sais, par exemple, le fait qu'au Québec, il n'y ait pas de Sénat, qu'on ait uniquement que l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas excessivement de mécanismes de contre-pouvoir. On n'a pas de mécanisme de destitution comme aux États-Unis, par exemple. On n'a pas... donc, on ne refera pas tout le propos qu'on a tenu là-dessus, mais je pense que c'est une discussion qui est vachement importante. Là. Et c'est pas ton cas, mais plusieurs souverainistes avec qui on interagit, cette discussion-là est souvent ramenée à « Ah, vous voulez un pays de droite » ou je sais pas trop. C'est pas une question de droite ou de gauche, là. C'est une question de conditions de possibilité d'un vrai pays. Ça se règle relativement facilement. Puis là, j'ai bien dit relativement. Oui. C'est dans la mesure où, supposons qu'en 2026, un gouvernement péquiste l'emporte et prévoit tenir un référendum d'ici la fin d'un premier mandat qui aurait été majoritaire, idéalement, parce que tu ne déclenches pas un référendum dans un mandat minoritaire. Fait que ça donne un horizon de 4 ans. Ça donne aussi un horizon de 5 ans à partir d'aujourd'hui pour se dire, on va ouvrir ce chantier-là avant de poser la question du régime. T'sais, ça vous suffirait, j'imagine, si après s'être posé la question, il y aurait ces garanties-là. Ben en fait, les garanties que vous n'aurez jamais dans le Canada en passant. Les gens pensent que, dans le fond, on essaie de négocier la souveraineté à condition ainsi de suite. Moi, c'est juste que je me méfie tellement des gouvernements.
Les outils du gouvernement constitutionnel, c'est les choses qui sont à la base des démocraties un peu partout. C'est prouvé qu'il y en a qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres et qu'il y en a qui sont absolument dysfonctionnels. Le Canada, présentement, sa constitution, on doit la catégoriser comme étant fonctionnelle, malgré le fait qu'elle est décevante. La pandémie, ça a vraiment été décevant, ce qui s'est passé. Je pense que le Québec a des réflexes qui montrent que si on avait à réécrire une constitution demain matin, ce serait moins bon que la constitution canadienne. Le meilleur réflexe, on peut dire, puis ça, c'est même pas la faute des péquistes, je pense en 68, l'Assemblée législative, d'avoir aboli l'Assemblée législative, c'est une erreur fondamentale. Parce que c'était un contre-pouvoir. La façon que les gens au PQ vont parler, par exemple, du Sénat canadien, complètement inutile, des symboles, blablabla, c'est pas vrai que c'est inutile. Parce que à un moment donné, les gens viennent qu'à penser que le Sénat, par exemple, sa seule utilité, c'est de rubber stamper des trucs. C'est pas tout à fait vrai. Il y a vraiment une étude qui est faite. Il y a de temps en temps, pas souvent, de temps en temps, il y a des projets de loi qui vont être bloqués ou retravaillés, puis il va avoir été détecté des erreurs au Sénat, puis ça va donner quelque chose qui est intéressant. Mais ce que les gens oublient, c'est que si tu enlèves le Sénat, il y a des lois plus botchées qui vont passer. Parce qu'on sait que le Sénat repasse dessus, parce qu'on sait que les allégeances dans le Sénat ne sont pas exactement les mêmes que dans le Parlement canadien, ben, il y a une façon de passer les lois qui font en sorte qu'elles sont probablement mieux faites présentement en sachant qu'il y a un processus que si on enlève le processus. Même principe avec le gouverneur général ou ben non, le lieutenant général. On a le lieutenant-gouverneur au Québec. On a l'habitude de penser que ça, c'est des statuts, ça appartient au passé. Hey, attention à ce que tu vas dire, là, tabarnouche. Là. Représentant de la reine, ainsi de suite. La réalité, c'est le fait qu'ils soient là font en sorte qu'il y a des choses qui ne se font pas au niveau du gouvernement qui se feraient s'ils n'étaient pas là. Oui, c'est symbolique, mais c'est une forme de contre-pouvoir. Le lieutenant-gouverneur au Québec a été très décevant parce que lui aussi aurait pu intervenir dans la pandémie. Il y a des trucs... Moi, maintenant, là, les affaires d'état d'urgence qui se renouvellent, c'est pas vrai que ce gars-là avait les mains liées et il pouvait rien faire. C'est absolument pas vrai. Il y a des choses qui auraient pu être faites. Fait que, ce que je dis, c'est que dans notre constitution canadienne présentement, elle est plus efficace que bien des constitutions dans d'autres pays, ça c'est sûr, parce que tu sais, je veux dire, c'est pas toute la population mondiale qui vit dans des pays civilisés comme le nôtre. Donc, elle est fonctionnelle, elle est prouvée qu'elle est fonctionnelle, elle est décevante à plusieurs endroits. Ben, je veux dire, moi, la seule et unique raison pourquoi je serais prêt à aller dans l'autobus du oui, c'est qu'on s'en va vers quelque chose qui va encore plus garantir les droits et libertés. Il va encore plus garantir, ils vont mettre des contre-pouvoirs vraiment efficaces. Ce que j'aime de la Constitution américaine, je ne m'en cache pas, c'est une Constitution que je trouve qui est bien faite, c'est que pourquoi vous pensez que les Américains sont capables d'avoir Donald Trump comme président, qui est un président qui est extrêmement controversé? C'est qu'ils n'en ont pas peur. La raison pourquoi ils n'en ont pas peur, c'est qu'ils savent qu'il y a la Cour suprême, ils savent qu'il y a le Congrès, ils savent qu'il y a le Sénat, ils savent qu'il y a le processus d'impeachment, ils savent qu'il y a des élections de mi-mandat aux 2 ans. Donc, à un moment donné, comme Américain, à un moment donné, tu vois Donald Trump, tu sais qu'il est flamboyant, tu sais qu'il est spécial, tu sais qu'il va d'un sens ou comme de l'autre, mais les Américains ont moins peur de Donald Trump que nous, on peut en avoir peur. Parce que nous, on applique notre processus canadien là-bas. Si Donald Trump débarque au Canada demain matin pour être premier ministre, il y a beaucoup plus de pouvoir concentré entre ses mains présentement qu'aux États-Unis. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis qui peuvent contrer ce monsieur-là, tandis qu'ici, il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs. En fait, le premier ministre québécois ou canadien, c'est presque une monarchie sur 4 ans. C'est une monarchie qu'on établit, on donne presque toutes les clés du gouvernement au premier ministre, puis on dit pendant 4 ans, fais ce que tu veux. Ouais, mais là, attends, c'est parce que... Moi, j'ai des problèmes avec ça. Je comprends, mais c'est parce que là, tu as vu, là, la CAQ veut proposer une constitution du Québec. C'est un projet, mais c'est une constitution qui ne pourra pas véritablement être québécoise parce que tu dois la rédiger en considérant que tu as le fédéral qui peut rentrer dedans puis la modifier. 100% d'accord. Fait que, non, mais j'essaie de te suivre d'abord. Fait que c'est quoi l'idéal pour toi? C'est une constitution avant le référendum, mais elle ne sera jamais satisfaisante parce que tu ne la fais pas en fonction de ce que tu es vraiment. Parce que si tu le faisais en fonction de ce que tu étais vraiment, tu t'ouvrirais tout simplement à une bataille constitutionnelle avec le Canada. Moi, j'aurais envie de dire... Je pense pas que tu dois adopter une constitution avant parce que c'est pratiquement impossible de le faire. Je pense que la journée qu'on déclare la souveraineté, la constitution va venir quand même assez relativement, mais après. Mais c'est l'affaire, c'est que tu dois proposer le projet de constitution. Le projet. Oui, parce que... Mais les grandes lignes, c'est... les grandes lignes, l'esprit, en fait, c'est les règles du jeu dans lequel... Parce que une fois le pays créé, et que ce soit une république ou peu importe, ça, c'est à déterminer,
On peut plus refaire les règles du jeu 50 fois après. Tu peux pas ramener les gens en disant finalement, on avait décidé que ça allait être un système britannique, mais on a pensé à ça, on va faire un système à 2 tours comme les Français. Ouais. À un moment donné, on peut pas changer les règles 1000 fois. Donc, moi, je pense que quand tu fais un nouveau pays, quand tu déclares l'indépendance, on doit bien réfléchir à quelles seront nos institutions, quels seront nos contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y aura des parlements, par exemple, des paliers régionaux? Comment sera divisé? Je comprends qu'on ne peut pas tout dessiner puis savoir la couleur des murs avant de construire la maison. Ça, je le comprends. Mais je pense que c'est une question qui a été traitée avec beaucoup trop de légèreté, surtout quand même des souverainistes s'adonnaient à des gestes un peu symboliques, comme par exemple, on va faire des passeports du Québec, on va donner ça aux gens. Je comprends, c'est sympathique. Mais si on est rendu là, est-ce qu'on pourrait quand même discuter de contre-pouvoir? Puis je pense qu'une partie des gens du camp souverainiste le savent, que ça devrait être fait. Je te le confirme. Je pense qu'ils sont au courant de ça, mais je pense aussi qu'il y a une partie des gens qui craignent un peu ça parce qu'il y a un peu dans comme disait un ancien animateur de Québec, il y a un cheval dans la salle de bain. C'est l'idée que... Une grosse salle de bain, ça. C'est l'idée qu'on sait que dans le clan souverainiste, il y a quand même des gens, par exemple Québec solidaire, tout ça, qui pourraient être tentés d'instrumentaliser la question de la Constitution, tout ça, pour y inclure toutes sortes de... D'ailleurs, ils le disent. Quand ils en parlent, eux, ils le disent. Oui, nous, on aimerait ça faire un Québec souverain pour qu'il soit vert, féministe, tout ça. Ça, c'est pas des choses que tu mets dans la Constitution, que on va être féministe, vert ou tout ça. La Constitution, c'est, par exemple, est-ce que vous voulez enchasser là-dedans la liberté d'expression? Moi, je pense que ça devrait être quelque chose qu'on soit de gauche ou de droite, on devrait s'entendre là-dessus. Là. Dire oui, on va avoir un article qui garantit la liberté d'expression. Conditionnel? Ben, conditionnel. Mais tu vois, puis c'est là que la merde la pogne. C'est que quand tu essaies d'écrire une constitution pour vrai, tu te dis, en gens raisonnables, on n'a aucun problème. Puis là, finalement, tu finis par inclure des gens qui sont beaucoup moins raisonnables, puis ils veulent l'instrumentaliser. C'est pour ça que, tu te rends compte, c'est vraiment difficile de construire un pays qui fonctionne bien. Puis c'est pour ça qu'il y en a aussi peu sur la planète des pays qui fonctionnent bien. Puis naturellement, le pire dans tout ça, c'est qu'à peu près tous les pays qui fonctionnent bien, ou presque tous, ont un petit côté british en arrière de ça. Il y a quelque chose que les Anglais ont fait dans l'histoire de l'humanité qui a fonctionné. Puis qui s'est même transmis aux États-Unis sur la forme du République, qui est différente, tout ça, mais il y avait une culture, il y a quelque chose qui a été pensé avec les premiers penseurs de la Constitution américaine. Fait que nous autres, l'idée, c'est de dire, prenez ça au sérieux. Puis 2, moi, si j'ai un conseil à donner aux souverainistes, je dis, si vous voulez essayer de séduire des gens qui ont un peu notre philosophie, tu n'es pas obligé de séduire Yann Efrain, pas obligé de convaincre Yann Efrain pour que ça marche, mais il y a des gens qui pensent comme nous. Ben, il y a des mots qui font peur dans le discours souverainiste. Comme je te dis, le bout de... imaginez ce qu'on pourrait faire avec tous les pouvoirs. Ça, pour quelqu'un qui aime la liberté, c'est épeurant. Un politicien qui veut avoir tous les pouvoirs, c'est épeurant. Mais je pense que tu la comprends mal, cette phrase-là, parce que pour vrai, là, je vais te laisser finir après, là, mais moi, je pense que ça veut juste dire les pouvoirs qui sont à Ottawa, on les ramène à Québec. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire les pouvoirs que vous avez, on va vous les prendre, puis on va les avoir tous. Je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Tu sais, quand on dit, imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous les impôts, 85 milliards, quelque chose comme ça qu'on envoie à Ottawa. Peux-tu nous l'envoyer dans mes poches à la place? Es-tu obligé de me le reprendre? Le gouvernement des juges. On ne sera pas le gouvernement des juges décidé. Les juges, c'est un contre-pouvoir. Faites attention aux juges, c'est un contre-pouvoir. C'est important dans nos institutions démocratiques. On peut critiquer certaines dérives, dire, OK, il y a des juges qui... Ils pensent qu'ils sont... ça a été beaucoup dit aux États-Unis, qu'il y a des juges de la Cour suprême qui ils se pensent au-dessus de tout. Le gars du Brésil, il est fou braque. Le gars du Brésil, le juge brésilien qui voulait mettre Elon Musk en prison pour je sais pas trop quel motif. C'est vrai qu'on peut critiquer ça. Mais il ne faut pas non plus tomber dans dire le gouvernement, c'est l'ultime souverain qui peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je pense que c'est normal dans une démocratie qu'un juge puisse à un moment donné invalider quelque chose en disant, écoutez, gouvernement du Québec, votre propre charte des droits et libertés ou votre propre constitution que vous avez votée ou que les gens ont ratifié par référendum garantit ce droit-là. Donc, arrivez avec une bonne raison si vous voulez le bafouer, par exemple. Donc, je pense que les juges ont un rôle à jouer en ce moment. Puis c'est drôle parce que beaucoup de gens sont très contents de voir qu'un contre-pouvoir, par exemple, va fonctionner dans un autre pays.
Ils vont dire hey, c'est le fun, hein? Il y a un juge qui a bloqué tel Exact. décret de Donald Trump. Ouais, mais ça implique que si vous aimez ça, chez nous aussi, ça devrait être comme ça. De dire que dans un Québec souverain, si le gouvernement dérape à un moment donné, on pourrait avoir un juge qui dise ouais, non, cette loi-là que vous venez de faire, on juge qu'elle est inconstitutionnelle. Et il ne faudra pas à ce moment-là dire ah, ben, les juges, là, il faudrait qu'ils prennent leur trou. Ben, c'est parce que ce sont souvent des décisions des juges fédéraux qui dérangent pas juste les souverainistes, mais en bonne partie les nationalistes. On est d'accord. C'est assez rare que des Québécois, et je mets les souverainistes comme les fédéralistes, contestent une décision prise par un juge provincial par rapport à l'État du Québec. C'est assez rare, c'est moins fréquent. c'est moins rare. Mais en même temps, je veux dire, il y a une provocation qui se fait. On sait que François Legault, avec la loi 96, loi 21, il y a une partie de provocation dans ce qu'il veut faire de son côté. Ce qu'il a annoncé récemment, là, les voiles dans les écoles pour les jeunes, tout ça. Il y a un bout anticonstitutionnel là-dedans. On sait que ça va être challengé. Je veux dire, il y a un volet de provocation dans l'histoire. Les péquistes et les péquistes 2.0 ont toujours eu tendance c'est pour ça. Vous êtes des gars de même, vous autres, les gars. Je sais pas de vous mais, déstabiliser, mais le point, vous êtes des punks un peu. Oui, mais le point, c'est que moi, de voir qu'avec la constitution qui est présentement en place, que un gouvernement provincial se fasse rabrouer par une constitution qui fonctionne par des juges, j'ai pas de problème avec ça. C'est la job des juges de faire ça. Puis je comprends que ça peut être chiant pour les péquistes ou les caquistes de voir une loi se faire changer puis d'être obligé d'aller chercher la clause dérogatoire, des trucs comme ça. Mais c'est des choses qui... Il faut penser que dans cette culture-là, il y a des gens qui ont une sensibilité très grande envers la liberté individuelle. Puis nous, c'est des affaires qu'on trouve importantes. Puis comme je te dis, il va falloir y penser. Le pouvoir législatif et exécutif qui sont mergés ensemble, c'est pas sain. Il y a quelque chose de très, très, très malsain là-dedans. Et le Québec est de même depuis 1968. Donc, il va falloir penser à qu'est-ce qu'on fait avec ça. Comment on fait pour séparer ces deux-là, pour vraiment dire, oui, l'exécutif, mais le législatif est un peu à part. Il y a une philosophie plus à long terme. Il peut venir bloquer des trucs de l'autre bord. Puis c'est pas obligé d'être les mêmes gouvernements des deux places. Si c'est un gouvernement caquiste qui est en place dans l'exécutif, ben, même s'il y aurait un peu plus de péquistes ou de libéraux dans le Sénat un peu québécois, ben, ça peut juste être sain. Parce qu'un gouvernement le meilleur gouvernement au monde pour des gens comme nous, c'est un gouvernement qui fonctionne très mal. Moi, un gouvernement qui n'est pas capable d'adopter une loi, ça fait mon affaire, parce que plus souvent qu'autrement, les lois me font chier. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je trouve... Puis le politicien, la nature même du politicien, peu importe le politicien, c'est d'avoir plus de pouvoir. Les contre-pouvoirs sont là parce que les politiciens, c'est pas parce que c'est des imbéciles, c'est parce que c'est des humains. Les humains veulent avoir plus de pouvoir. Les gens qui goûtent au pouvoir, c'est comme un requin qui goûte au sang. Ils s'excitent par rapport à ça. Ils veulent le conserver. Regardez Justin Trudeau, comment il est en complet meltdown de son côté, de perdre le pouvoir. Il vient de perdre là, quelque chose de vraiment grand, mais je veux dire, c'est pas sain, ça, c'est pas normal. T'es pas censé vouloir le pouvoir comme ça, mais en même temps, c'est très humain ce qu'il démontre. C'est qu'un humain qui goûte au pouvoir, c'est un humain qui devient de plus en plus dangereux s'il est même capable d'obtenir le pouvoir absolu. C'est de même qu'il y a des dictatures dans le monde qui se créent. Je ne crois pas que le Québec va être une dictature, c'est pas ça. Mais le minimum, je pense, pour les souverainistes, c'est qu'ils doivent faire la réflexion. Je veux dire, cette réflexion-là, l'insécurité financière est arrivée au Québec avec la souveraineté. Les gens ont eu peur des conséquences économiques de la souveraineté, puis on essaie de nous faire croire qu'il n'y en aurait pas. Je veux dire, tout le monde sait qu'il va en avoir des conséquences économiques. Tu romps tes liens d'affaires. Tu peux rétablir du libre-échange unilatéral avec le Canada puis les États-Unis, si tu veux, puis les autres pays d'Europe éventuellement, mais c'est ces deux-là qui sont importants. Tu peux rétablir ça, mais il va y avoir des conséquences. Au niveau fiscal, ça va être problématique. Présentement, on est très subventionné par le Canada anglais avec la péréquation. Donc, les souverainistes ont toujours voulu régler cette question-là en faisant venir une batch d'experts qui disent on va faire le budget de l'an 1, puis c'est un gros exercice, puis on va le faire valider, puis puis on va le présenter aux Québécois. Il y a toujours une sensibilité du clan souverainiste à faire l'exercice pour le budget de l'an 1 parce que l'insécurité financière des Québécois était très grande. Mais nous, ce qu'on dit, on est peut-être 8% de la population, on est peut-être 10% de la population. Si on est généreux, peut-être 12%. On le sait qu'on est marginal. On sait que les gens qui priorisent autant la liberté individuelle, c'est un mouvement qui est marginal au Québec. Mais c'est pas moi qui ai besoin de 50% du vote. Je comprends. Puis tu sais, l'exercice économique a satisfait même les fédéralistes. Il n'y a pas un premier ministre dans l'histoire du Québec depuis la montée du mouvement souverainiste dans les années 70 qui a dit qu'un Québec souverain ne serait pas viable économiquement. Puis si je vous ai bien entendu, les gars, la seule démonstration qui reste à être faite, c'est que dans un Québec souverain, les libertés individuelles seraient respectées. Puis je vous fais une promesse. Cette promesse-là va être tenue. Merci les gars. Merci beaucoup d'être venus. Yes. Vraiment généreux.
Yann et Frank. Yann et Frank, parce que j'ai fait dans le mauvais sens. Yann, la prochaine fois, tu t'assis là, OK? Donc, vous avez un podcast qui est sur YouTube. C'est tous les jours à midi. Ouais. Vous avez du contenu à quotidien, du lundi au jeudi. Sinon, on peut vous suivre également. On est à peu près partout. C'est du TikTok, Facebook, Twitter, X maintenant. X maintenant, ouais. On est vraiment partout. Puis le nouveau site web pour les nouvelles avec une touche un peu plus de l'autre côté de la clôture, c'est pilulerouge.ca. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Il reste du monde. Écoutez, on commence le projet. Donc, je fais la charité. On a besoin que vous commentiez, si ça vous tente, évidemment. Je ne force personne. On veut que vous partagiez, que vous en parliez à vos amis. Mais ce qui nous aide le plus, c'est vraiment quand vous abonnez à ça. Donc, c'est un épisode à chaque mardi. On se revoit très bientôt.